Tagazak à vous mes frères et sœurs, bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Pop Culture. Vous naviguez en compagnie d'Atreide, Salut à tous. Sacha, Ouais, salut. Ordos Salut. et moi-même Lilith. Nous espérons que vous passerez un agréable voyage en notre compagnie. Attachez vos casques et c'est parti pour l'aventure. Alors aujourd'hui, nous ferons état dans un épisode hors série sur nos passions actuelles, c'est-à-dire que nous allons évoquer nos coups de cœur en matière de pop culture sur des supports différents si possible. Et donc, je vais lancer ma roue du hasard, et c'est Atreide qui est tombé. Alors, quelle est ta recommandation du jour, Atreide? Alors ma recommandation du jour, moi ça va être un jeu qu'on m'a offert, qu'on m'a fait faire, un petit jeu vidéo que j'ai fait en live pour ceux qui regardent sur Twitch. Je vais vous parler d'Outer Wilds. Oui! Voilà. Donc Outer Wilds, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo où vous jouez à ce qu'on appelle la première personne, donc vous voyez que vos mains globalement, et vous allez explorer un système solaire. Voilà. Donc le jeu démarre, on est sur notre planète originelle, et on va nous donner les codes de lancement de notre vaisseau pour aller explorer notre univers en gros. Est-ce que c'est un système solaire qui existe ou c'est un imaginé? Non, c'est un système solaire complètement inventé pour le jeu. Et en gros, voilà, il y a déjà eu donc dans le jeu, ça c'est l'intro, mais en fait, il y a déjà eu une première mission qui a été faite, donc il y a une première équipe qui est partie explorer un peu. Je crois que ça s'appelle Alien. Ouais. Alors non, parce que dans Alien, ils sont pas partis explorer. C'était malheureusement dans leur contrat de. À un moment donné, t'as un facehugger, non? T'as un truc qui t'explose à la gueule et qui te sort du torse, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y en a un, il est dans un coin comme ça, et puis ça sort de son ventre, voilà. Tu viens de spoiler Alien, quoi. Les gens savent pas. Bah ouais, franchement, il y a prescription. Il y a 40 ans. Moi, ce que j'ai entendu dire surtout, c'est qu'il y a pas mal de pancartes qu'il faut lire dans ce jeu, non? Alors, je comptais revenir dessus. Effectivement, il y a des pancartes qu'il faut lire. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai fait en live. J'ai passé pas mal de temps dessus et il y a des trucs sur lesquels j'ai un peu tourné en rond parce qu'effectivement, je lisais pas toujours tout ce qui était écrit. Et je pense que plusieurs de mes viewers étaient en train de rager, de bouillonner un peu sur leur chaise, genre punaise, mais il lit pas, il rend fou. Ouais, c'est pour ça que normalement les gens sur les chaînes Twitch, ils lisent les trucs en entier et ils font des voix aussi. Eh ben je le fais aussi, mais si tu veux, quand ça fait la 4e fois que tu passes devant le même écriteau, tu le fais plus. Bien sûr. Mais d'ailleurs, effectivement, c'est quand tu jouais à A Plague Tale, c'est ça? Ouais, j'ai fait un peu de A Plague Tale, ouais. Ouais, bah tu lisais les choses, je me souviens. Ouais, mais il y a plein de jeux. Divinity, je lis les choses, etc. Attends, t'as joué à Divinity sur ta chaîne Twitch? Oui. Ça veut dire que t'as pas regardé sa chaîne Twitch. Le péché originel ou le péché originel numéro 2? Le péché originel numéro 2. Non, mais il a prévenu personne. Bah, j'ai prévenu personne. Voilà, c'est tout. Faut s'abonner, voilà. Bref, je suis pas là pour faire la pub de ma chaîne Twitch du tout. Bah attends, je viens déjà qu'on est en train de se servir du podcast pour faire de la... Ouais, on se sert du podcast pour faire de la pub pour ta chaîne Twitch. Donc autant y aller jusqu'au bout. Ah bah ça fait 4 minutes et Atreide a toujours rien dit, quoi. Le pauvre, on sait toujours pas de quoi ça parle et ce qui va se passer. On sait qu'il y a des pancartes et que c'est dans un système scolaire. Solaire, pas scolaire. Voilà, il y a l'épisode va durer 4 heures. Bon courage à vous. Non, je peux pas. J'ai des contraintes qui me permettent pas de faire 4 heures. Non, on va pas faire 4 heures. On va essayer de faire un peu plus court. Non, mais donc ouais, sur Outer Wilds, voilà globalement ce que je peux dire sur le jeu. Je vais essayer de spoiler le moins possible parce qu'en fait, tout l'intérêt de ce jeu-là,
ça va être la découverte de tout ça, l'exploration. Et voilà, c'était vraiment un jeu très très chouette et qui marque un petit peu quand voilà, tu sais, c'est des jeux où tu les finis et t'es là, tu fais ok et tout, et en fait tu te rends compte qu'ils restent dans ta tête, tu y repenses, il y a des choses dont tu te souviens, il y a des moments qui sont gravés, et quand tu les as fait, tu te rendais pas compte que c'était marquant comme ça, et en fait c'est une fois digéré que voilà, tu te rends compte à quel point en fait ouais, ils étaient forts et marquants. Et une super bande son aussi. Alors la bande son est très très cool, et c'est un jeu qui a été en gros conçu un peu comme un bac à sable avec des pièces de puzzle, et en fait tout le jeu va pas être linéaire du tout. Il va être vraiment, en gros, tu pars un peu comme un Zelda Breath of the Wild par exemple, tu vas pouvoir partir un peu où tu veux et faire un peu ce que tu veux et explorer, et tu vas trouver des trucs. Et ça va être à toi après de petit à petit essayer de rassembler les pistes, les bouts de puzzle, etc. Et donc te faire un peu ton espèce de panneau de détective dans lequel, je sais pas si vous voyez cette image un peu du détective fou avec tous les câbles qui se relient, etc. Quelqu'un qui découvre Outer Wilds, c'est un peu ça. C'est que petit à petit, tu commences à pin des images partout et à faire des liens avec les fils, et t'es là genre, mais si, ça fait sens en fait. et non, c'est très très cool, et c'est un jeu qui a été designé vraiment pour sa physique et pour son univers, avant d'avoir été fait, je pense, pour son histoire. Et son histoire, du coup, a été intégrée complètement à ça, et au niveau game design, du coup, c'est quelque chose où effectivement, on a plus pensé la physique, les interactions du jeu, les choses comme ça, plus que l'histoire en premier, si vous voulez. C'est des choses qu'on va retrouver. Ouais, tu dis ça, et c'est comme si du coup tu t'attendais à une histoire un peu plus prenante. Moi, ce qui m'avait tenté dans ce jeu-là, que j'ai toujours pas fait, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais pas regardé ta chaîne à ce moment-là, c'est que justement il y avait ce côté un peu mystérieux du pourquoi tu es là, pourquoi il se passe ce qui se passe, et toi en tant que joueur, t'es autant paumé que ton avatar en fait. Et ça faisait penser un peu à Myst, tu te retrouves sur cette île un peu perdue, et en fait c'est en avançant, en explorant, que tu découvres en fait pourquoi t'es là, et que tout a un sens. Et je suis étonné que tu dises qu'il y ait eu plus de recherches sur la mécanique que sur l'histoire en elle-même. Alors, en gros, c'est pas vraiment ça, c'est-à-dire que il y a une histoire qui est hyper bien. Vraiment, il y a tout ce que tu disais, il y a le pourquoi du comment tu es là, etc. Tout ça est là, et très bien écrit et tout. Scénario d'une certaine façon que je ne révélerai pas et que je laisse les joueurs découvrir. Mais pareil, dans Breath of the Wild, en fait, tu as une histoire qui est très bien et tout, machin, mais sa force, c'est aussi la façon dont a été pensé la physique du jeu, le côté te donner envie d'explorer, avoir fait des zones où il y a certains types d'événements qui peuvent se passer, et du coup, toi, tu dois t'adapter à ça, et je sais pas, dans Zelda, ton équipement réagit à la foudre, donc quand tu arrives dans une région à la foudre, il va falloir que tu joues avec ça, pour éviter de te prendre des trucs dans la gueule, mais aussi pour pouvoir les utiliser contre les adversaires et tout ça. Outer Wilds, dans l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, les différentes planètes ont des caractéristiques, il se passe des phénomènes dessus, etc. Et en fait, ça va être à toi de t'adapter et d'apprendre à jouer avec, pour petit à petit, en fait, découvrir ce qui s'est passé et comment tout ça a pu naître. En fait, peut-être que la planète n'était pas comme ça avant, etc. Enfin, chaque planète a un peu son histoire et tout ça, et c'est... Non, enfin, en vrai, c'est vraiment très très cool, et t'as une histoire très très prenante qui arrive à te driver, et en même temps, si ton but c'est juste de découvrir un peu et d'explorer ce qu'est capable de faire chaque planète, etc., en fait, le jeu te laisse le faire aussi, et c'est vraiment très très cool. Et quoi qu'il arrive, ils ont réussi à faire en sorte que ça soit vraiment un puzzle où t'as pas besoin de le prendre dans un certain sens. Et donc du coup, tu peux aller sur n'importe quelle planète au début elle est pas prévue pour être la première ou quoi. Et c'est ça qui est franchement une belle réussite.
Et voilà, et ouais, c'est un jeu qui m'a marqué pour ça, parce que vraiment, il est très très cool. Et une des choses qui va te faire plaisir, Ordos, c'est que c'est un jeu aussi qui, je trouve, a cette passion de la science, de l'aventure et de la découverte spatiale, avec tous les risques que ça engendre, etc. Et c'est un côté très Star Trek. Bah, voilà, c'était ça qui m'avait un peu intéressé. Je l'ai toujours pas fait parce que je sais pas sur où je le ferai et quand est-ce que je le ferai, mais je sais qu'il est dans mon backlog en fait. Ça m'intéresse pour ça. C'est un jeu qui est pas très long. En fait, ça dépend vraiment de toi. Ça dépend vraiment de la façon dont tu explores, dont tu découvres, dont tu arrives à relier les pièces du puzzle entre elles, etc. Moi, je dois être à entre 15 et 20 heures, je pense. Ouais, je dois être à 20 heures de jeu dessus. Donc, il y a quand même pas mal de temps de jeu, pour le coup. Mais tu peux y jouer par session pas très longue, forcément. Comme il faut reconstituer les pièces du puzzle, il faut quand même y jouer régulièrement, je pense. Et tu l'as terminé ou pas? Ouais, je l'ai terminé. Ouais, je l'ai terminé. Okay. Donc c'est 15-20 heures de jeu, mais pour le finir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai mis ce temps-là, j'ai mis une 20 bonnes heures à reconstituer toutes les pièces du puzzle et à me dire, ok, c'est bon, j'ai réussi à tout mettre en ordre et à ce que ça soit clair dans ma tête sur ce que j'ai découvert et sur les événements qui a pu se passer dans cet univers, quoi. Mais du coup, c'est quel studio? Parce que je sais pas si tu l'as dit. Alors non, je l'ai pas dit justement. J'en ai pas mal entendu parler. C'est leur premier jeu ou c'est dans la continuité d'autres jeux qu'ils auraient fait? Alors, on va faire un petit pan sur toute l'histoire. Mais non, c'est pas le premier jeu du studio. Mais par contre, c'est un jeu qui a une histoire particulière. En fait, à la base, c'est un jeu qui a été développé en tant que projet étudiant par Alex Beecham. Il l'avait développé avec un camarade à lui qui s'appelait Lone Verno. Et en gros, à la base, c'était un jeu prototype où en fait, dans leur cours de développement de jeux vidéo, ils avaient des choses avec des contraintes et eux, ils se sont amusés à créer des planètes avec différentes contraintes qui permettaient de répondre à l'exercice qui leur était demandé pour coder du jeu vidéo. Ils en ont fait un tout premier proto qui plaisait pas mal, etc. Et donc, notamment Alex Beecham est resté à la fin de ses études faire un master en plus, dans lequel, en gros, il a bossé pendant une grosse année sur le jeu. Donc, à ce moment-là, ils sont constitués une petite équipe qui était financée, du coup, par son université et tout, pour avancer sur ce proto-là. En un an, ils ont avancé énormément. Et à la fin, en gros, ils ont présenté leur proto de jeu et tout, à la fin du master, etc. Ils ont remporté le prix du jeu étudiant et universitaire qui était présenté. Donc voilà, une chouette aventure. Et puis après, c'était la fin des études et tout ça. Et donc en fait, ils sont un peu partis dans leur coin. Lui était recruté comme game designer chez Microsoft, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc son pote Lone Verno, là, dont je vous ai parlé, lui, il a rencontré un monsieur qui s'appelle Hiro Nakamuro. Et ce monsieur-là, donc, c'est un acteur de la série Heroes, qui joue un personnage qui contrôle le temps. Il s'appelle Hiro Nakamura. Oui, Nakamura, oui, c'est ça. Ok. Pardon. Oui. Et donc voilà. Et donc ce mec-là, en fait, avait pour projet de créer un studio de jeux vidéo, qui est donc le studio Mobius. Ah. Et du coup, en fait, il a créé son studio et ils sont allés chercher Alex Beecham. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient mis le jeu en ligne. Une fois qu'ils avaient terminé et tout, ils avaient laissé tout le projet du jeu en ligne en disant, vous pouvez essayer notre projet et tout, machin. Donc, et en fait, il y avait une espèce de petite hype, d'engouement sur Internet de gens qui découvraient le jeu et qui disaient « Ah, mais c'est trop bien » et tout, machin. Et c'était le cas aussi, du coup, de Lone Verno et de Hiro Nakamura. Et du coup, à ce moment-là, ils sont allés chercher Alex Beecham et lui ont dit « Viens, on fait Outer Wilds », qui s'appelait pas comme ça à l'époque, mais voilà, c'était ça, c'est de dire « Viens, on y va ». Et donc il a été forcément il hésitait parce que lui il était game designer chez Microsoft et tout, machin. Et finalement il y est allé. Et donc ils ont démarré le projet par se faire crowdfunder
Donc ils ont eu 125 000 dollars pour se faire financer le projet. Alors, est-ce qu'on explique le crowdfunding ou pas? Est-ce que c'est le crowdfunding? Je pense qu'on est en 2023, les gens le savent. Hein. Ouais, bon, globalement, ils ont demandé de la participation des gens pour pouvoir financer la fin du projet. Sauf que ces 125 000 n'ont pas suffi. Et donc, du coup, ils ont trouvé un éditeur qui est Annapurna Interactive, qui les a aidés, du coup, à financer la fin du jeu et à publier le jeu. Et le jeu est sorti dans le Game Pass également, ce qui a aidé un petit peu, je pense, à le diffuser. Parce qu'un jeu qui est aussi mystérieux que ça et qui te laisse autant libre, ça peut être intimidant et les gens vont pas forcément débourser. Le Game Pass, tu parles de l'abonnement Microsoft qui te permet d'accéder à des jeux vidéo. Finalement, il a quand même gardé un lien avec, avec Microsoft. Alors c'est plus par Annapurna en fait. C'est pas lui qui l'a négocié, c'est D'accord. plus Annapurna Interactive qui a jugé que c'était bon et du coup, eux ils avaient des contacts chez Microsoft, donc voilà. D'accord. Et ouais, en fait, derrière le jeu, ça a été un gros succès. Il est finalement sorti en 2019. C'est un développement qui avait démarré en 2012 quand il était dans son école. Et il est finalement sorti en 2019 Ah oui. dans sa version finale. Et c'est un jeu qui a raflé quand même quelques prix, etc. Juste au nez de très gros jeux AAA et tout. Enfin, c'était vraiment la belle expérience indépendante. Voilà. Et il y a encore plein de choses à savoir. Hein. Je vous ai pas tout ressorti. J'ai fait un résumé qui est déjà long. Mais c'est une histoire assez folle, ouais, le développement de Outer Wilds. Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est AAA en termes de jeux vidéo? Si on prend un Assassin's Creed, par exemple, le AAA, c'est les notions de budget, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, même dans le cinéma, des AAA ou dans le jeu vidéo, c'est des œuvres qui sont à très gros budget, avec des très grosses équipes, des très grosses ambitions. Bref, c'est du blockbuster dans le jeu vidéo. Donc du coup, quand tu vois le budget d'Outer Wilds, la petite équipe qui était derrière, etc., on est plus proche de l'indépendant ou de la vraiment toute petite équipe, plutôt que du gros blockbuster vidéoludique, quoi. D'accord, donc comparativement à son équipe de production, ça a eu un énorme succès, donc c'est vraiment un bon succès, quoi. Ouais, et puis surtout un très bon succès d'estime aussi, c'est-à-dire que tous les gens qui ont joué à Outer Wilds et qui sont accrochés sortent convaincus, quoi. La seule difficulté, c'est que comme il faut jouer avec les lois de la physique, le jeu est assez proche, on va dire, de la vraie physique réelle. Et dans l'espace, il n'y a pas de frottement, il faut piloter son vaisseau en 3 dimensions, mais autour des planètes, il y a de la gravité, selon les planètes, il n'y a pas la même gravité, des choses comme ça. Ce qui fait qu'au début, manipuler un peu ton vaisseau et se balader dans Outer Wilds, ça peut être compliqué. Et ça peut être frustrant au début. Donc il y a quelques joueurs dont moi le premier, j'avais essayé dans le Game Pass à la base, et puis ça m'avait gonflé en fait de simplement à chaque fois me louper et pas réussir à aller où je voulais. Et en fait c'est des amis qui m'ont refait le jeu plus tard et qui m'ont dit retente, accroche-toi un peu, ça vaut le coup. Et je les remercie pour ça parce que voilà, en parler aujourd'hui c'est un peu ma manière aussi de les remercier pour m'avoir forcé à faire Outer Wilds parce que vraiment ça valait le coup, quoi. Une grosse caisse dédiée aux amis de Atreides qui t'ont fait ce jeu. C'est ça. On fait des bisous. Oui, c'est très bien. C'est grâce à vous que ce podcast existe. Oui, surtout soutenez-nous. Hein. Offrez-nous des jeux, il n'y a pas de souci. Oui. En parlant d'offrir des jeux, il me semble quand même, Ordos, que tu avais eu pour ton anniversaire un jeu... Sûrement. J'ai oublié le nom, qui se passe au XIVe siècle, là, en Bavière. Oui, que tu n'as jamais fini. Mais moi, alors... moi, j'ai pas de Voilà. chaîne Twitch, donc si tu veux... Il dit tu vois pas de rapport. Ah oui, c'est ce qui t'empêche de faire des jeux, en fait, du coup. je vois de quoi tu parles. Kingdom Come, tu me parles de... C'est ça, hein? Oui. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Kingdom Come Deliverance. Ouais. C'est un open world, machin truc. C'est trop long actuellement, donc je pense pas que ce sera maintenant que je le ferai, quoi. Mais je te rappelle que toi aussi tu l'avais eu. Oui, je sais. Je suis en train de regarder, j'ai eu 2 heures de temps de jeu dessus. Mais c'est pas mal. Je pense qu'un jour je le ferai, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, merci pour ta reco. Oui. Eh ben avec plaisir. Et t'avais parlé des musiques Ordos, vite fait, je glisse juste les noms. C'est Andrew Prallow qui s'était occupé des musiques d'Outer Wilds qui sont très très bien gérées.
Et je voulais mentionner aussi au scénario Kesley Beachum, qui est donc la sœur d'Alex Beachum, qui s'est occupée justement de toute l'écriture du scénario. Et en termes de narration, c'était pas forcément évident à faire, et elle a, je trouve, très très bien géré. Et ils sont parents de Alain Beachum. Ah mon Dieu. Merci pour cette blague. Formidable. Ah, de rien. Alain Beachum. Il l'a pas. Alain Bachung. Ah, waouh! Wow, Non, je l'avais voilà, pas. Non. hein. Je suis pas assez bon en pop culture pour pouvoir. Ça va, tu participes pas à un podcast qui parle de la pop culture, donc c'est pas très grave. On t'en veut pas. Ouais. Non, c'est ça qui est bien. Il apprend. Il est stagiaire. On l'a pris en tant que stagiaire podcasteur. Bon. Bien, Chacha, est-ce que toi, tu as une recommandation à nous faire? Ouais. Moi, je vais changer complètement de territoire. Parce que je vais pas parler de jeux vidéo, mais je vais parler de bouquins. Et d'ailleurs, comme toi, Atreide, c'est un bouquin qu'on m'a offert. Et j'ai un petit problème, c'est qu'en général, quand c'est mon anniversaire, on m'offre des bouquins, on m'en offre beaucoup. Et le truc, c'est que... Est-ce que tu veux des chaussettes à la place? Non, mais enfin, oui, mais c'est pas pop. Mais Quoique, peut y avoir des chaussettes pop. Mais j'ai eu tendance à traîner du pied pour lire des bouquins, et donc je m'étais fixé comme principe d'essayer tout de même, pour les bouquins qu'on m'a offerts, je crois que c'était l'année dernière, de les lire assez rapidement. Donc j'en ai lu quelques-uns, et le livre dont je vais parler en fait partie. Alors c'est un petit peu compliqué parce que j'oublie régulièrement le nom de ce livre, et je vais donc le donner là. Ça fait partie d'une quadralogie ou quintologie, je sais pas. Ça s'appelle Terra Incognita, et le livre que j'ai lu, c'est le premier tome de cette quadra ou quintalogie, qui est trop semblable à l'éclair. Donc c'est écrit par une dame qui s'appelle Ada Palmer. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Non, c'est le chat qui me fait délirer. Oui, je suis d'accord, j'ai un chat sur les genoux, c'est un peu pénible. Tu couperas ça au montage, bien sûr. Bien sûr. Donc, pour résumer un petit peu, je ne sais pas si j'ai particulièrement aimé ce bouquin. Je ne sais pas, parce que ça a été parfois un mélange de difficultés, de choses qui m'ont un peu agacé, et en même temps, il y a eu plein de moments où je me suis dit que c'était assez intriguant, assez intéressant. Le monde qui est proposé m'a un peu pris par surprise. Et il s'avère qu'en terminant le livre et en clôturant la dernière page, j'ai quand même envie de lire le reste des bouquins. Or, c'est des bouquins qui font plus de 500 pages. Et pour résumer, c'est de la grosse science-fiction qui tâche dans un futur... on est en 2454. Et contrairement à ce qu'on pourrait attendre de ce genre de science-fiction à plusieurs centaines d'années de chez nous, en fait, on est dans un truc qui n'est pas saturé d'innovation technologique. En gros, la seule innovation technologique dont on peut avoir à peu près une certaine idée, c'est le fait qu'il y a désormais des véhicules qui permettent de connecter toutes les parties du monde à un temps réduit, très largement réduit. Et ça, c'est le point de départ que Ada Palmer utilise pour pouvoir créer un monde dans lequel en fait l'idée d'État-nation a été complètement supprimée, et à la place les gens sont organisés sous forme de ruches. Et les ruches, en gros, il y en a de différentes formes, avec il y en a un certain nombre, mais elles ont chacune leur propre fonction, et elles correspondent à certaines idéologies en fait dans lesquelles les gens se reconnaissent. Et ça, de ce point de vue-là, il faut un certain temps pour le comprendre, parce que en fait le choix qui a été fait par Ada Palmer, c'est de nous faire entrer dans l'histoire par un narrateur qui s'exprime à la première personne. Et ce narrateur n'est pas une personne neutre ou innocente. Et donc du coup, il donne quelques points de détail, pas tout. Il faut attendre un certain nombre de pages pour commencer à se familiariser avec tout ce beau monde-là. On a l'impression au début du livre qu'il n'y a absolument personne sur cette planète, parce qu'on ne traîne en fait que dans les plus hautes sphères de gouvernement. Et en fait, les gens sont à quasiment 1 heure de distance ou 2 heures de distance. Ils se voient tout le temps. Et en fait, c'est assez étonnant, parce que finalement, les ruches qui organisent ces milliards d'êtres humains en 2454, elles ont un pouvoir politique qui est un tout petit peu fragile, et qui va être un petit peu ébranlé par un
je sais pas si je peux... Ouais, en gros, chaque année, il y a une liste des 10 personnalités les plus influentes sur la planète, et il y a une de ces listes qui aurait été erronée, qui aurait été... Enfin voilà, que quelqu'un aurait modifié le texte de cette liste, et on a du mal à comprendre au départ pourquoi ça peut être un énorme incident diplomatique, et en fait, plus le livre va se dérouler, et plus on va commencer à comprendre les ficelles. Donc voilà, c'est 600 pages, il faut accepter ça. Et il faut aussi accepter que Ada Palmer est une enseignante d'histoire à l'université de Chicago et qu'elle est spécialiste des Lumières. Et en fait, du coup, elle fait de la science-fiction à partir des utopies du XVIIIe siècle, donc elle a l'air de bien s'y connaître. Mais en gros, c'est de la science-fiction dans laquelle les gens font du cosplay de XVIIIe siècle. Donc c'est un peu bizarre. Il faut s'y attendre, il faut s'y préparer et s'y attendre un petit peu. C'est un livre dans lequel le narrateur va parfois utiliser faire des expressions qui sont celles du XVIIIe siècle pour donner cette impression-là, qu'on est dans un mélange de futur et de passé. Le narrateur s'adresse au lecteur, puisqu'en fait, au moment où il écrit, il veut raconter l'histoire à un lecteur qui est un peu postérieur. Et par ailleurs, comme on est en 2454, Ada Palmer part du principe que tout ce qui va être pronoms personnels genrés, ce genre de choses, vont être supprimés, puisque de toute manière, les personnes dans ce livre ne sont pas identifiées par leur genre. Et donc, le narrateur se fait un malin plaisir de temps en temps de jouer avec ces codes-là en nous présentant un personnage sous des attraits féminins ou alors sous des attraits masculins en fonction de ce qu'on veut. Donc en tant que lecteur là du 21e siècle, on peut être un petit peu perdu. C'est pour ça que je vous dis que c'est un livre à la fois un peu agaçant et en même temps, quand on commence à bien comprendre l'univers dans lequel tout ça évolue, il y a quand même quelque chose, quoi. Bon, par contre, Ada Palmer, ça a l'air d'être une meuf un peu new age qui fait de la musique médiévale, qui fait plein de trucs là. Elle a un site internet un peu... Enfin, voilà, je sais pas trop un peu dans quel univers elle évolue, mais... Mais c'est très bien ça. Juste, je voulais revenir sur le narrateur. Tu disais qu'il oublie des... Enfin, il ne cite pas tout puisque c'est une narration à la première personne. C'est quelqu'un qui raconte le récit. Est-ce que tu t'es mis à douter de sa narration, à douter de ses... Oui, parce qu'il y a un moment oui, parce que en fait, plus ça avance et plus on en apprend sur lui, et du coup, il est pas neutre. C'est ça, c'est Mycroft, et en fait... C'est pas simplement le fait il a oublié des choses, ou alors Non. Il twiste la vérité. Non, il y a un jeu là-dessus. Mais moi, je trouve que le rythme est quand même assez lent, et du coup, il y a des choses qui auraient pu être supprimées. Notamment, moi, ça m'intéresse pas qu'on me refasse l'histoire de Voltaire. J'imagine que pour un public américain, il y a quelque chose qui peut être important. Mais bon, j'ai fait des études d'histoire, je suis en France, et je me suis tapé l'intégrale de Rousseau, et j'ai lu quelques bouquins de Voltaire et des bouquins de Diderot. Donc, si tu veux, il y a un moment donné où qu'on me réexplique pour une énième fois dans un bouquin de science-fiction que Voltaire, c'était quelqu'un de cool. Voilà. Mais à part ça, franchement, moi j'avais une question sur les suites. Du coup, ils conservent le même, l'histoire conserve le même narrateur, ou justement va jouer en changeant de narrateur et du coup potentiellement de point de vue, histoire que tu puisses avoir une vue plus globale, on va dire. Non, en fait, vers la fin, ça commence à s'accélérer un petit peu, parce que ce que tu commences à deviner dans la première partie du livre, je pense que c'est un livre qui mériterait d'être lu 2 fois, en fait. Mais c'est 500 pages, et il faut se les manger, mais je pense qu'en fait, les choses se mettent en place progressivement, et comme tu maîtrises pas complètement l'univers, tu les vois pas. Et à la fin, tout s'enchaîne très vite, et tu sens que ça risque que... En fait, à la fin du livre, tu sens que tout ce qui s'est un peu mis en place depuis le début à partir de cette liste qui a été modifiée, c'est en train d'ébranler tout un système de fondation politique, et toute cette espèce d'utopie qui est présentée, en fait, au fur et à mesure du bouquin, qui est présentée comme quelque chose qui pourrait être souhaitable. C'est-à-dire que vraiment, il y a un peu... on est sur ces... moi, ça me fait penser à Jean-Sébastien Mercier, qui est quelqu'un qui a écrit des utopies au XVIIIe siècle, qui était assez drôle d'ailleurs. Je vous invite à lire sa description de Paris qu'il a faite, Paris en 2000, je sais plus quelle année. Et il a publié ça à la fin du XVIIIe siècle, et on est vraiment dans cette idée-là. Sauf que les utopistes du XVIIIe siècle, ils présentaient des sociétés qui étaient idéales. Là, Ada Palmer, elle reprend un peu ça, et en fait, elle va progressivement montrer quels sont les grains de sable qui vont faire écrouler le système. Mais du coup,
a priori, le système s'écroule dans les autres bouquins. Et ça, je le sais parce que j'ai lu les 4e de couverture pour les autres bouquins, mais j'en sais pas plus. Ok, du coup, est-ce que la fin, du coup, c'est une fin ouverte? Est-ce que ça fait un peu comme Hunger Games où en fait le premier livre, c'est l'installement de l'univers et la problématique du monde dans lequel il vit, le personnage vit, enfin, le héros principal vit, et après la suite, la révolte et toute la remise en question de cet univers va être remise en question, enfin va être déliée dans la suite des œuvres. Et j'ai une deuxième question, est-ce que tu as ressenti des écueils de traduction, étant donné que c'est de l'anglais traduit en français, est-ce que tu as ressenti des manquements ou des mauvaises interprétations de ce qui a été fait dans l'œuvre originale? Des fois, ça se sent à l'écrit où il y a une mauvaise traduction, où tu sens que ça a été traduit mot pour mot. Après, je sais pas qui est le traducteur ou la traductrice de ce livre-là, mais est-ce que tu as ressenti des fois des moments où il y avait un sens qui était perdu? Alors non, pour le coup, parce que la traduction, alors je suis en train de retrouver le nom de la traductrice. La traduction donc ça a été traduit par Michel Charrier et elle a obtenu un prix de la meilleure traduction au Grand Prix de l'Imaginaire 2020. Donc donc il y a eu un vrai gros travail de ce point de vue-là. Moi, j'ai pas ressenti ça. Et je dirais même qu'il y a des moments où Ada Palmer a écrit en français dans le texte. Ça a dû être quand même assez compliqué pour la traductrice de se rapprocher au maximum dès que Mycroft, donc le narrateur, se met à essayer d'imiter une langue du XVIIIe siècle. Il a fallu faire un vrai travail de ce point de vue-là. Mais ce qui est hallucinant, c'est que on passe son temps à utiliser le on plutôt que yel. On utilise du on et parfois quand on parle de plusieurs personnes, au lieu de dire il ou elle avec un s au pluriel, on met on avec un s. Et parfois on est un peu bloqué en se disant ah bah oui, c'est un choix qui a été fait pour pas désigner l'identité de genre des personnes dont on parle. Donc il faut un peu s'habituer à tout ça. Je profiterai d'ailleurs pour dire que c'est publié chez les éditions Le Bélial, qui est quand même peut-être que certains de nos auditeurs auditrices connaissent parce que c'est eux qui publient la revue Bifrost, qui est une revue de science-fiction. Et accessoirement, c'est une chouette maison d'édition. Il y en a peu en France qui font de la très très bonne fantasy et de la très bonne science-fiction. Le Bélial en fait partie, et donc c'est vraiment un projet qu'ils avaient à cœur de traduire Ada Palmer parce que c'est une vraie traduction, un vrai choix éditorial de la part de cette maison d'édition. Donc je vous invite, même si à la fin du bouquin vous vous dites que c'est pas trop votre truc, je vous invite quand même à le lire parce qu'en fait ça nous laisse pas indifférents. C'est un peu comme toi, Atreid, quand tu dis que quand tu as terminé le jeu, tu t'es dit que ça t'avait fait quelque chose. Même moi, si je me suis un peu agacé sur ce bouquin-là, je peux pas dire que c'est de la merde, tu vois. Ah, mais sur Outer Wilds, je me suis agacé aussi par moments. Ceux qui regardaient les lives ont pu le voir. Il y a eu plein de moments où j'ai râlé. Il y a eu des trucs sur lesquels je me suis agacé, mais c'est aussi le cas de plein de grandes œuvres, on va dire, d'œuvres en tout cas qui m'ont marqué. C'est qu'elles n'étaient pas toujours fluides, elles avaient leurs défauts. Mais elles avaient aussi leur force et des fois ça fait un peu office de catalyseur et où du coup ça augmente aussi par le fait qu'il y ait des moments un peu plus difficiles, ça augmente aussi leur force quand elles deviennent percutantes. Oui. Ça s'appelait comment? Tu peux rappeler le titre du bouquin s'il te plaît? Alors, vous allez jamais vous en rappeler, c'est trop semblable à l'éclair. En anglais, Too Like the Lightning. C'est sorti en 2016 aux États-Unis, je crois que c'est 2019. Pour le Bélial. Mais Terra Incognita, c'est plus facile à retenir. Et actuellement, chez le Bélial, ils ont traduit 5 bouquins. Ah, TLTL. Ouais, c'est pour ça que je dis c'est quintalogie. Il date de quand, t'as dit? Enfin, le premier est sorti quand? Je crois que c'est 2010. Il est sorti en 2016 aux États-Unis. Donc on est vraiment sur la science-fiction très récente. Hein. D'accord. Et est-ce que tu penses que le livre serait adaptable au cinéma ou en série? Absolument pas. Pourquoi? Pour le coup... La narration? Ouais, il y a des choses qui... Non, je pense que pour le coup, c'est vraiment un format qui doit rester un format livresque. Tout l'aspect... Enfin, ouais, non. Il y a plein de trucs où on comprend pas très bien, et puis finalement, ça se décante petit à petit. Et je vous assure, je pense que si on nous plongeait dans un truc cosplay 18e, les gens comprendraient pas.
Quoique, en même temps, Dune l'a très bien fait, donc... Je pensais à Fondation, tu vois, Fondation qui est réputée inadaptable. Ouais. La série qui en est sortie donc l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Ils ont complètement refondé un peu le matériau de base pour en faire. En fait, Ils sont refondés Refondation. ils ont gardé en fait la trame principale. Je crois qu'il y a que toi qui l'a relevé. Du coup, ils ont gardé la trame principale en la développant un peu plus que ce qu'elle était. Alors après, je dis ça, j'ai vu que le premier épisode, mais pour en faire finalement une histoire, un récit, plus que juste une description telle qu'est le Fondation, d'origine, quoi. Donc c'est pour ça que je me disais, est-ce que, il y a une possibilité que le livre que tu viens de dire là, To Like, Like Lightning, je sais plus quoi, Trop semblable à l'éclair. ressemblable à l'éclair, pourrait être, réécrit pour être adapté à l'écran d'une façon ou d'une autre, quoi. Ouais, bah, dans ce cas-là, il faudrait effectivement le réécrire. Et est-ce que le livre a eu un succès? Est-ce que tu sais s'il a eu des prix, s'il a eu, je sais pas, le nombre de ventes, ce genre de choses? Ah oui, il a eu un certain nombre de prix. Alors, il y a les prix français. Donc, il a eu le prix John W. Campbell Award et le prix Compton Crook. Et aussi un autre prix en 2017 qui est... Non, le Compton Crook Award. Elle n'a pas eu le prix Hugo pour le coup. Peut-être dans ses prochains bouquins. Mais c'est un livre qui a eu un franc succès. D'accord. Ça a l'air assez décousu et dur à lire, mais j'imagine que il faut se plonger dedans un peu comme Le Seigneur des Anneaux où c'est Ouais. assez dur de rentrer dedans, mais une fois que t'es pris par l'histoire, ça doit être intéressant. Moi, j'attendrai qu'ils finissent les autres bouquins pour savoir si je m'y mets ou pas. T'es prêt à lire 600 pages x 5? Bah ouais, j'ai 15 ans quoi. Dans 15 ans, j'aurai fini, je pense. J'ai pris une petite pause quand même, je t'avoue. Ouais, bah 650, c'est compliqué. Ah non, pardon, c'est pas 500 pages, c'est 650, excusez-moi. Moi, je crois que je suis sur un bouquin de 2017 là. C'est quoi? Ah, un bouquin que Chacha, enfin Cosmic Poubelle m'avait offert. Un bouquin que j'adore particulièrement. Mais. Il y a de l'ironie là, non? Ah non, non, je l'adore pour. Vraiment, vraiment, j'aurais pu le recommander si je l'avais fini, mais je l'ai toujours pas fini. Donc. J'ai besoin de mes temps, tu vois. J'ai besoin de mes temps de lecture où je suis posé, il fait beau, j'ai ma petite bière et tout machin. Et du coup, bah, ces temps-là, j'en ai pas beaucoup. Donc, je crois que je l'ai vachement avancé pendant le confinement. Et ensuite, on a été déconfinés. Mais je vais le finir un jour, hein. Tu voudrais qu'on soit reconfiné pour finir ton bouquin? Mais c'est quoi? Ah, c'est quoi? Ah oui, mais attends. C'est pas ma recommandation, donc. Bah, c'est pas grave. Mais sinon, c'est un bouquin sur la création du studio Sierra Online, qui est un studio de jeux vidéo qui a eu un énorme succès dans les années 90 et qui ensuite a fini assez mal. D'ailleurs, c'est assez amusant puisque les créateurs de ce studio-là sont revenus en force en 2022. Ils ont ressorti un vieux jeu textuel qui était sorti vraiment sur les premiers PC de l'époque. Un vieux jeu d'aventure textuel qui s'appelait The Cave. Et ils ont voulu en faire une adaptation en 3D. Pas des plus réussis apparemment. Parce que, bah, mine de rien, développer un jeu dans les années 80. C'était pas eux qui avaient fait The Cave, ils étaient fans de The Cave, c'est ce qui les avait lancés dans le développement du jeu vidéo. Mais ils avaient donc voulu refaire ça et c'est apparemment tout le moteur 3D, etc. est pas folichon. Donc voilà, mais en tout cas, ils étaient revenus. Bref, c'est pas Marocco, donc peut-être plus tard quand j'aurai fini le bouquin. En tout cas, c'est très intéressant. Bah alors, du coup, c'est quoi ta reco? Bah, je sais pas si c'est à moi, hein. On attend là. Bah oui, c'est à toi, vas-y. C'est à moi! Oh là là! Oh là! Et bah, ma reco, ça ressemble un peu à ça. Ça va encore parler de studio de jeux vidéo. Parce que j'aime bien le jeu vidéo, mais j'aime bien aussi savoir comment ils sont faits, à défaut de bosser dedans. Et donc, ma reco, ça va être ce qui est sorti il y a quoi? Il y a 2 mois, je crois, 2-3 mois sur YouTube, qui s'appelle Psychodyssée, qui est sur la chaîne Double Fine Productions, qui est un studio de jeux vidéo basé. Allez, tu dis Seattle, ça passe. Non, 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 tu sais, c'est cette ville où ils ont eu des énormes incendies, des énormes feux de forêt, je crois. C'est pas Los Angeles? C'est en Californie, mais ça après. Je vais regarder vite fait. Double Fine. En plus, ils arrêtent pas de le dire dans le truc, mais Sacramento? c'est situé où? Donc, c'est une petite ville.
San Francisco. C'est San Francisco. Voilà, c'est San Francisco. J'ai gagné. C'est pas Los Angeles, c'est San Francisco. Bravo. Donc, bravo. Est-ce que vous autres auditeurs, auditrices, vous l'aviez? Est-ce que si vous l'aviez, vous avez droit à un pins? Il faudra remplir le petit formulaire qu'on vous mettra en dessous de la vidéo ou sur toutes les bonnes plateformes. Vous le remplissez, vous le renvoyez à l'adresse que Atreid vous donnera et on vous renvoie un pins Pop Culture. Oui, bien sûr. Pour ça, il faudrait qu'on les fasse, les pins, mais oui. On n'a qu'à le faire en crowdfunding. Maintenant, les gens savent ce que c'est, ils peuvent nous financer. C'est vrai. Justement, ça tombe bien qu'on parle de crowdfunding parce que mon histoire, ça va être vraiment une histoire de crowdfunding, donc nickel. Bref, en tout cas, donc c'est un studio de production, un studio de jeux vidéo, pardon, qui s'appelait Double Fine Productions, qui a été fondé par un ancien game designer de LucasArts. Alors, il faut savoir que George Lucas, tout le monde le connaît pour Star Wars. Il a eu une petite lubie dans les années 90. C'était de créer un studio de jeux vidéo et de créer donc des jeux qui n'étaient pas forcément liés à Star Wars d'ailleurs, mais où en fait l'équipe le studio était dans son Star Wars Ranch. C'était même une des volontés de l'époque, je crois, justement, que LucasArts ne fasse pas du Star Wars, mais justement essaye de nouvelles choses. Alors, c'était pas qu'une volonté, c'est-à-dire qu'en fait, la licence Star Wars avait été vendue aussi à d'autres éditeurs. Donc, ils pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient dessus, malgré le fait que ce soit Lucas derrière. En tout cas, il y a eu énormément de jeux très connus qui sont sortis de ce studio, notamment Monkey Island, Day Tentacle, etc. Et donc, Double Fine Productions a été créé par Tim Schafer, qui fait partie de cet âge d'or en fait de Lucas. Donc à l'époque, en 2005, quand il a fondé son studio... Peut-être juste, tu peux rappeler qu'il y a une chaîne YouTube qui est super cool pour tout ça, avec des informations qui sont données par Méa. Oui, tu veux parler de son... Oui, il y a Méa, effectivement. Voilà. Mais ce n'est pas ma recommandation. Mais sinon, oui, c'est quoi? C'est l'entre-deux Méa. Ouais, l'entre-deux Méa, ouais. L'entre-deux Méa. Qui raconte toute l'histoire de Monkey Island. Ça fait longtemps que je les ai pas revus, donc c'est très renseigné, c'est très bien. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur cette époque-là, vous pouvez regarder. C'est souvent très très renseigné, donc. J'aime Reco, hein. Moi j'en ai des jokers. Moi je sais toujours pas ce que tu recommandes. Hein. Oui, mais parce que j'ai pas encore commencé. Accrochez-vous nos auditeurs, vous inquiétez pas, ça va débarrer là, ça y est. Il était une fois. Donc Tim Schafer qui crée son studio en 2005 et qui va créer un jeu qui s'appelle Psychonauts. Un jeu vidéo qui est basé sur un jeu de plateforme en 3D où en fait tu vas incarner un acrobate qui est en même temps psychique et qui va rentrer dans la tête des gens pour les aider à guérir. En fait, il veut faire partie d'une force spéciale appelée les Psychonauts. Vous pensez Avengers, mais sauf que c'est en mode psychique. Où en fait son but c'est de rentrer dans la tête des gens et de les guérir de leurs maux. Donc ce jeu a eu un échec commercial, mais ouais, puis ça a été une galère déjà à faire le premier. Il me semble que déjà ça avait été un projet très compliqué à mener. Hein. Bah justement, je vais y revenir. Et du coup, ils ont lancé le 2, Psychonauts 2, et qui est sorti en 2021. Donc on se dit, 2021, ça fait longtemps, 2005, 2021, parce que le premier est sorti en 2006, enfin, juste après la création du studio. Le premier était sur Xbox tout court, je crois, donc ouais. Exactement, ouais. Et en fait, moi ce que je vais recommander, donc, c'est ce qu'on appelle Psychodyssée, qui est un documentaire qui va retracer le développement de Psychonauts 2. En 2021, tu te dis, bon, ok, ça a pris quelques temps. Et en fait, ça a pris plus que quelques temps, ça a pris littéralement 7 ans. Exactement comme l'autre. Comment ça, comme l'autre? 7 ans. Pour 2012-2019 pour Outer Wild aussi. Ouais, sauf que là, en fait, si tu veux, l'équipe de production qui connaissait déjà le studio Double Fine est arrivée au début du projet. Et donc, du coup, tu as et ils ont fait donc un montage de 7 ans où ils sont dans les locaux de l'équipe de développement durant toutes ces années, avec les hauts et les bas de ce développement, parce que si tu veux, au début, c'est l'idée de pouvoir refaire un Psychonauts 2
c'est un peu le rêve de Tim Schafer. Alors, il faut savoir que celui qui est à la tête du studio, c'est vraiment quelqu'un d'assez créatif, etc. Un peu, tu le sens c'est la personnalité du studio. C'est que tu peux pas avoir un autre studio si tu l'enlèves lui. C'est pas simplement un directeur, machin, commercial ou je sais pas quoi. C'est un studio qui est très basé sur la création. Et ce qui est assez intéressant dans ce documentaire, c'est déjà, premièrement, tu vois comment tu développes un jeu vidéo, tu vois pourquoi il y a autant de ressources qui sont liées à ça, puisque en fait, dans un premier temps, quand ils en parlent, c'est juste une ébauche. Ils disent, bon, il faut lancer Psychonauts 2, mais on peut pas le faire tout seul, ça coûte trop cher. C'était un studio indépendant à l'époque. Ça coûte trop cher. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire un crowdfunding. Et le crowdfunding, il ne demande pas 100 000 euros, il demande 3 millions directement. Parce qu'ils savent que ça va être compliqué à faire. Et ces 3 millions seront pas assez, d'ailleurs. Et sachant que... Enfin bref, donc j'y reviens. Et ils seront atteints déjà ou pas? C'est ça la première question. Alors, c'est quand même... C'est aussi un studio qui a initié cet âge d'or du crowdfunding. Juste avant, et c'est comme ça qu'ils connaissaient l'équipe de production qui s'appelait Two Player Production, qui fait le documentaire. Ils avaient suivi leur premier jeu qui avait été crowdfundé et qui avait battu tous des records. Ils avaient dépassé le million assez rapidement et qui était juste un simple jeu d'aventure à la mode de LucasArts de l'époque. Et c'était vraiment le premier record qui avait été fait sur Kickstarter. Et là où tout s'est enclenché avec tous ces anciennes stars du jeu vidéo qui étaient revenus en disant on va vous refaire un jeu comme on aime, etc. Financez-nous. Donc Psychonauts 2, donc ils sortent de ce jeu crowdfundé qui a eu des hauts et des bas. Et ils se disent bon, il faut financer Psychonauts 2. L'annonce se fait lors d'un méga show, je ne sais plus si c'est l'E3, je crois que c'était l'E3 de 2015. Et juste avant, et en même temps, ils sortent un jeu VR pour dire attention, Psychonauts, c'est pas mort, etc., etc. Donc tu vois le développement d'abord du jeu VR, de leur réflexion de dire on va passer sur Psychonauts 2, il faut que ce soit la même équipe, parce que du coup, ils vont essayer de récupérer des gens qui bossaient sur le 1, etc. Mais tu vois aussi qu'ils amènent des nouvelles personnes. Et notamment, ils amènent des personnes qui sont plus habituées à bosser dans des gros studios de production en disant, en fait, il faut d'abord penser les niveaux, il faut d'abord penser toute la mécanique avant de penser le scénario, avant de penser les interactions, etc. Et en fait, au tout début, tu vois tout le monde qui est dans le studio qui est assez... c'est un peu, on va rebosser sur Psychonauts, on repart, là, c'est des bons souvenirs, etc. Et tu vois qu'en fait, ça va se casser sur un mur avec toute la friction qu'il peut y avoir quand les projets sont trop longs, quand tu as une recherche de financement que tu dois faire, quand tu, mine de rien, sans vouloir le dire, parce que c'est quand même un studio qui se veut anti-crunch, mais tu as quand même du crunch. Alors, j'explique rapidement, c'est des heures sup qui sont pas payées, le crunch. Et c'est très très courant dans le jeu vidéo. C'est quand tu fais des boulots passion, quoi. Quand tu fais des boulots passion, on te dit, t'as qu'à travailler plus, parce que de toute façon, t'aimes bien ton boulot. Et justement... Donc voilà. Et voilà. Et dans le documentaire, ils en parlent parce que Psychonauts 1 a été traumatisant pour la plupart des gens qui ont bossé dessus, puisque c'était du crunch à outrance. Ouais. Psychonauts 1, ça a beaucoup de crunch, a priori. Voilà. Et pourtant, c'est ça qui est étonnant, c'est que t'as des gens qui sont dans la boîte depuis 15 ans, depuis de nombreuses années. Et tu vois donc tous ces gens qui commencent à un peu se déchirer. Il y a vraiment deux événements très forts dans le documentaire où tu as les gens qui commencent à se déchirer en disant mais non, mais c'est pas la vision du studio telle qu'on la voyait, etc. Tu vois Tim Schafer, qui est pourtant la personnalité du studio, qui s'efface un peu. Tu te dis en fait, pourquoi Psychonauts, c'est quand même lui, pourquoi il s'efface, pourquoi il n'est pas là pour régler les soucis, etc. Tu as une développeuse qui le met face à ses problèmes, face aux problèmes du crunch et tout, mais c'est bien, on dit qu'on est anti-crunch, mais en même temps, quand on dit en fait on va apporter des repas le soir à des gens qui font des heures sup, etc., c'est quand même du crunch. Et c'est quoi votre position là-dessus? Ou en fait il botte en touche, et tu sens qu'il y a plein d'erreurs qui sont faites. Il dit qu'il préfère le chocolat blanc. Non mais tu vois, mais en fait tu vois qu'il y a plein d'erreurs, tu vois que c'est très dur aussi. C'est pas un jeu, c'est un jeu qui est compliqué parce que ça va parler de la psyché. Donc il faut pas, ils réfléchissent beaucoup à essayer de faire des
niveaux qui soient intéressants, mais aussi de parler de la psyché des gens sans que ça puisse causer un problème, enfin tu vois, que ça puisse causer un malaise ou quelque chose chez des gens qui ont ce genre de troubles. Donc c'est un jeu qui est déjà compliqué de base à construire. Et ça, c'est pas étonnant de voir qu'ils ont passé 7 ans à passer sur des niveaux, à refaire les scénarios, à essayer de revoir le tel ou tel personnage, etc., etc. Du coup, ils ont fait intervenir des psychologues sur le... Non, ils ont pas fait intervenir des psychologues. En tout cas, oui, non, c'est vrai ça. Mais en tout cas, ils passent un temps fou. Tu vois tout l'envers du décor d'un jeu vidéo. Et c'est pour ça que quand tu as beaucoup de gens qui disent quoi, mon jeu est retardé, c'est honteux, c'est machin. Bah là, tu vois en fait le problème que quand t'es dans la création, bah, en fait, tu peux pas te dire bon, bah dans 2 semaines, c'est torché en fait. Il y a la moitié des niveaux qui sont refaits en plein milieu, etc. Ils ont un autre souci, c'est que bah, ils sont financés à un moment par un éditeur suédois appelé Starbreeze. Et du jour au lendemain, ils apprennent dans les journaux que il y a eu un contrôle, enfin les flics sont descendus dans les studios, qu'ils ont arrêté le directeur financier et que le CEO est introuvable. Le CEO est parti, introuvable. La classe. Du coup, en fait, bah, Starbreeze, donc l'éditeur, disparaît, puisqu'en fait, bah, il fait faillite. Et donc, du coup, ils sont obligés de retrouver d'autres aides financières. Et notamment, bah, tu as aussi le moment où ils sont rachetés en tant que Xbox Studio. Et où tu vois aussi qu'il y a des départs parce qu'il y a des gens qui veulent continuer à être indépendants. Enfin, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup d'attaches en fait à toutes les personnes que tu vois aussi. Parce que bah, c'est 7 ans, quoi. C'est 7 ans que tu vois sur un développement et où tu vois où les gens en ont marre. Et au final, parce que je recommande aussi le jeu. Parce que moi, je l'ai fait il y a 1 an. Je l'ai trouvé absolument incroyable. Mais attends, tu recommandes le documentaire ou tu recommandes le jeu? Je recommande les deux si tu veux. Je recommande les deux parce qu'en fait, c'est intéressant de pouvoir, enfin, d'avoir aimé le jeu et de voir comment ils en sont arrivés là, tu vois. Où t'as la bande son qui se met en place, t'as tout qui se, enfin, t'as les personnes qui sont un peu débutantes au début, qui finalement deviennent des personnes qui sont les plus présentes pour le projet, etc. Enfin, c'est vraiment très très intéressant. C'est long. C'est 22 heures de visionnage. Donc il faut avoir du temps à perdre. Moi je l'ai fait quand je... Pas à perdre, mais... Non mais tu vois, moi je l'ai fait quand j'avais à gérer le bébé, quoi. Mais c'est vraiment très intéressant, quoi. T'as regardé Star Trek aussi. Hein. Ouais. Ça c'était une autre reco. Mais ça pose quand même des questions. Ce serait bien qu'on réfléchisse peut-être à faire une émission autour de ça parce que sur pas mal alors là pour le coup Tim Schafer c'est un grand nom du game, je sais pas ce qui était game designer ou je sais pas quoi, mais en fait il y a de plus en plus de projets culturels / pop culturels qui demandent à une participation en amont de la part des personnes et qui passent par le crowdfunding et qui peut parfois poser problème parce qu'il y a des projets qui n'arrivent pas au bout, peut-être par manque de planification au départ et où en fait on fixe un budget et en fait il n'est pas suffisant pour des histoires aussi de personnes puisque c'est un peu comme le système des startups, si t'es pas très nombreux après ça peut être compliqué. Là pour le coup, mais on pourrait peut-être ça pourrait être intéressant là au début de faire une émission là-dessus parce que c'est vraiment un truc qui a émergé ces 10 dernières années de manière assez nette. Il te dit au début c'est qu'il participe que dans la création du scénario. En fait, il passe son temps dans son bureau à écrire l'histoire, etc. Et en fait, il n'est pas présent parce qu'il dit à chaque fois que moi je pilote le projet, c'est le chaos. Parce qu'il travaille que comme ça. En fait, il a une idée d'un coup et du coup, il dit en fait, il faut faire comme ça. Et ça peut prendre 2 semaines de plus de taf. Mais en fait, maintenant, dans sa tête, il faut que ce soit comme ça. Donc c'est pour ça qu'il avait amené des gens extérieurs à Double Fine pour dire on va essayer de trouver un cadrage. Mais le problème c'est que notamment il y a un moment très... je vais spoiler de toute façon, mais il y a un moment très, très poignant où en fait tu as une développeuse qui est là depuis le début
vraiment le tout début de Double Fine. Elle a bossé sur Psychonauts, etc. C'est la lead développeuse, en fait, qui ne se reconnaît plus dans ce développement et qui part, en fait. Et tu sens que c'est dur pour le studio parce que en fait, c'est une partie de l'histoire du studio qui s'en va. Tu la revois dans tous les événements qu'ils font, à la sortie, elle machin, elle est tout le temps là parce qu'en fait, ça reste leurs amis. Enfin, ça reste on va dire famille, mais presque, tu vois, où il y a vraiment un côté, alors peut-être un peu malaisant parce que derrière, ça reste une entreprise, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Et d'ailleurs, c'est à partir de son départ qu'il y a vraiment un revirement sur le projet et où Tim Schafer essaye de reprendre un peu les rênes et où en fait il va changer un peu l'histoire, il va changer il veut repartir de zéro alors que en fait ils n'ont pas forcément le budget, quoi. Et tu sais si du coup, du coup les employés, on va dire, du coup, du studio, suite à ça, est-ce que tu penses que ça a été l'essor des mouvements, des protestations parmi dans le monde du jeu vidéo, comme il y a eu par exemple à Ubisoft, tu vois, où il y a quand même beaucoup d'accusations d'harcèlement moral et voire sexuel pour certaines personnes. Est-ce que du coup, ils ont quand même réussi à un moment donné à se réunir et à créer je sais pas, un syndicat de jeux vidéo, enfin de faire peser un peu plus ces syndicats de jeux vidéo dans la balance et de faire valoir leurs droits par rapport au développement? Je sais pas s'il y a un syndicat de jeux vidéo qui s'est créé chez Double Fine. Ce que je sais, c'est que c'est la première fois qu'on a un documentaire où en fait même les moments un peu tendus, notamment sur le crunch, etc., en fait, sont gardés en fait à l'image. En fait, au début, on se disait bon ça va être un truc à la gloire du studio, et c'est pas forcément vrai en fait. T'as pas forcément, enfin, il y a un moment vraiment que tu te dis, c'est l'entreprise, enfin c'est le studio de Tim Schafer. Faudrait peut-être qu'il bouge en fait. Faudrait qu'il se rende compte des choses, ou alors à un moment, il voit pas qu'il les pousse à bout. Enfin, tu le sens en fait, rien que parce que t'as la caméra qui est posée pendant les réunions, pendant les trucs. Il y a il y a vraiment une réunion où ils n'ont pas eu accès à la caméra, mais parce que c'était un moment difficile. Mais sinon, à part ça, non, c'est compliqué. Puis, C'est un peu comme l'histoire de The Office en fait. En moins drôle. ouais, mais si Office, c'est fictif. C'est fictif. Là, si tu veux, tu vis tout. Tu vis le Covid, tu vis l'élection de Trump, tu vis tout ce qui a pu se passer durant ces 7 ans, en fait. C'est assez impressionnant. Donc voilà, je recommande pour ceux qui sont passionnés de jeux vidéo. Mais ça, c'est un vrai problème. Enfin, tu parlais d'Ubisoft, Lilith, c'est un truc que il y a eu, c'est que effectivement, dans les années 80-90, il y a eu des créateurs de jeux vidéo qui ont émergé et qui sont devenus des créatifs reconnus, en fait, qui sont devenus des grands noms qu'on a un peu idéalisés et tout. Et derrière, ces gens-là, en fait, ont été mis aussi comme grand ponte en mode, c'est lui qui gère, parce que c'est lui le créatif qui a eu la super idée du truc qui marche. Et sauf que derrière, c'est des personnes ou des personnalités qui sont pas forcément faites pour diriger, ou qui sont pas forcément carrées, qui peuvent être un peu farfelues et tout. Alors là, visiblement, Tim Schafer, il y a des moments où il s'en rend compte, où il essaye du coup de laisser la main à d'autres, ou de s'effacer un peu, mais en même temps, tout le monde compte sur lui, donc ça, visiblement, ça avait l'air compliqué. Mais je sais que chez Ubisoft, par exemple, il y a eu des problèmes effectivement avec d'autres créatifs qui étaient où c'était ingérable de bosser avec eux, parce qu'en fait, justement, il y avait ce truc-là de le créatif de renom a changé d'idée ce matin, donc il faut tout refaire. Et sauf que derrière, t'as 50 personnes qui sont là, genre moi c'est le crunch que je me tape depuis 3 semaines que je dois retaper, quoi. Juste parce que t'as changé d'idée. Il s'est expliqué en fait sur son absence. Parce qu'en fait, après, il y a eu des interviews de gens qui disent ah là là, mais. Et en fait, il disait que à l'époque, ce qui posait problème, c'était vraiment le financement de Double Fine. Et en fait, il était non-stop à la recherche de financement, en fait. Okay. Et tous les moments où tu le vois pas, etc., où il a pas le temps, il va en réunion, il fait 3 blagues, parce que c'est vraiment ça, il fait tout le temps des blagues. Et tu te dis, mais à un moment, en fait, il faut qu'il soit sérieux et tout. Il fait 3 blagues et il s'en va. Je fais, ok. Il a l'air toujours d'être très pote, enfin très sympa avec tout le monde, etc. Mais à un moment, tu vois, ça devient compliqué. Oui, à un moment, lead ton truc, quoi. Et apparemment, c'est parce que justement, il passait beaucoup de temps à chercher un éditeur. Hein. Starbreeze, il est arrivé quand même assez longtemps après qu'il y ait eu le financement participatif, etc. Alors qu'il savait que
3 millions, c'était pas assez pour le jeu. Ils ont eu plus, hein, mais pas plus, pas beaucoup plus, mais ils ont eu plus. Mais c'était ça. Mais non, c'est vraiment intéressant de voir comment un petit studio, hein, ça reste une cinquantaine de personnes. Hein, c'est pas du Assassin's Creed. Et comment un studio comme ça arrive à sortir un jeu qui était aussi ambitieux. Hein. Et Psychonauts 2, je veux dire, chaque niveau, il y a une mécanique qui est différente, tout est doublé, les musiques sont incroyables, t'as même une superbe musique chantée par Jack Black. D'ailleurs, si vous voulez, Psychonauts, c'est trouvable à pas cher, hein. En vrai, les deux coûtent pas cher, il y a des versions PC qui tournent très bien. Elijah Wood qui fait le doublage d'une des voix et tout, tu le vois d'ailleurs, qui dit « Ah, j'adore ce que vous faites, c'est super » et tout, c'est mignon. Lui, il a l'air d'être à fond à chaque fois qu'il fait un projet. Il est fan de tout, ouais, donc... Et tu vois aussi, ils ont Tim Schafer et Jack Black ont un certain feeling et tout, c'est assez cool aussi. Donc en tout cas, voilà, je recommande ça. Sinon, à part ça, j'ai une autre recommandation, c'est une petite chaîne Twitch. Ah non, mais c'est bon. Qui s'appelle Atreides, le forceur, avec le un forceur. underscore. Et dernièrement, il a joué à Outer Wilds, un petit jeu dans l'espace. Franchement, je vous recommande parce que il met un peu de temps à comprendre qu'il faut lire des choses, mais sinon, c'est quand même... Non, bah tu vois, tu m'as redonné la parole, t'aurais pas dû. Moi, dans le même style... Alors, c'est pas une recommandation, mais effectivement, moi, ça me fait beaucoup penser à la chaîne NoClip, qui est une chaîne YouTube, justement, de personnes qui font des documentaires sur les créations d'œuvres de jeux vidéo. Et ils avaient fait notamment toute une succession de vidéos où ils suivaient le studio Supergiant Games. Et ils ont notamment suivi toute la création du jeu Hades, qui est sorti en 2019 maintenant, je crois. Non, 2021, je sais plus. Bref, qui est sorti il y a quelques temps. Et pareil, tu suivais un peu toute l'évolution du développement, comment ils ont géré le Covid, etc., comment ça s'est passé dans le studio. Et il y avait un peu ce côté-là aussi, et c'était hyper intéressant. Et pareil, t'as des moments où tu vois que c'est compliqué à gérer, malgré toute la bienveillance des gens du studio, quoi. Ouais, ça m'y fait beaucoup penser, en vrai. Du coup, à toi, Lilith. Du coup, à moi, effectivement. Alors, j'aurais pu vous parler de Pedro Pascal comme recommandation parce que c'est ma passion du moment, mais je vais pas faire ça. J'ai hésité avec une reco musicale aussi. J'ai hésité à vous parler de Meshuggah, qui est un groupe de métal suédois, mais j'ai pas encore suffisamment de bagages métalliques pour en parler, donc je vais m'arrêter là. J'ai écouté que 2-3 albums, mais ça vaut le détour. Et vous avez déjà un peu divulgaché ma recommandation du jour. Merde. Parce que je vais vous parler de Divinity, Original Sin 2. Et pas le 1, parce que comme en toute logique, j'ai commencé par le 2. Donc en fait, tout le monde parle de jeux vidéo ce soir. C'est un peu le... C'est ça. Mais d'habitude, c'est vous qui parlez de jeux vidéo. Moi, je parle de cinéma. Donc là, pour une fois, je vais parler de jeux vidéo. C'est vrai. Je pensais qu'on était un podcast intellectuel, et puis en fin de compte, on se retrouve à... Enfin, voilà quoi. Enfin, je veux dire, je me demande ce qu'Emma Finkielkraut penserait de nous. Hein. Ah non. Ah non. Moi, je dirais bien qu'on s'en fout, mais... T'as fait mieux que la dernière fois. Là, t'as essayé à dropper Finkielkraut au bout de 1 heure. Oui, d'ailleurs, pour tous nos auditeurs, auditrices, si vous arrivez à identifier dans chacun des épisodes mes petites références à Alain Finkielkraut, vous pouvez remplir le formulaire à la fin de cet épisode, le renvoyer à l'adresse qui vous sera indiquée par Atreides, et vous aurez droit à un pins. Il me saoule. Alors, je dirais bien envoyer vos lettres de plainte auprès de Chacha, mais ça va arriver chez moi aussi, donc j'ai pas envie. Ça se trouve, il va porter plainte contre nous, Alain Finkielkraut. Alain, fais pas ça. Ça nous ferait du buzz. Hein. Bon, Lilith, alors, Divinity Original Sin 2. Et donc, du coup, ouais, donc pour une fois, je vais vous faire une reco jeu vidéo et pas cinéma. Donc, je vous pose un peu le contexte. Ça fait des lustres que Chacha voulait me faire du jeu de rôle, le classique, pas celui qui se passe au lit. Et sa technique, c'était de m'initier à ce jeu, donc Divinity, vers l'été 2019. Et nos boulots ont fait qu'on n'a pas beaucoup progressé dans l'histoire. Mais il y a eu le fameux confinement du printemps 2020, où on a passé nos pauses déjeuner à y jouer, pour réussir à finir le jeu peu de temps après. Nos soirées aussi, un peu quand même. Ouais, c'était plutôt cinéma, moi je me rappelle. Non, c'est pas ça, c'était pas le deal, jeu vidéo le midi et cinéma le soir. Si, vous étiez à fond Tom Cruise. Ouais, si. Mais c'est bien un problème. Heureusement que vous le recommandez pas. Tout le temps. Alors tiens, ça tombe bien parce que Tom Cruise a joué dans... Et ouais, donc on a fini le jeu peu de temps après en juin, je crois, quelque chose comme ça. Et alors on a mis quasiment 1 an pour le faire parce que c'est un jeu qui est particulièrement dense. Et donc on peut y jouer sur plusieurs supports.
mais moi, comme je suis plutôt console, hein, on y a joué sur PS4, qui, comme souvent, rend parfois le jeu un peu plus complexe, surtout lors de la visée, pendant les combats, mais c'était un détail. Et alors Divinity Original Sin 2, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un jeu vidéo ou un RPG, donc un jeu vidéo de rôle, qui était développé par la société belge Larian Studio et son super créateur, Sven Svinke, et donc qui, comme, vous en avez beaucoup parlé, a lui aussi fait l'objet d'un financement participatif sur Kickstarter en 2015 pour finalement sortir en 2017. Donc dans ce jeu-là, qu'est-ce qu'on fait? On y incarne un sourceleur qui maîtrise la source. La source, c'est une sorte de magie et au départ, donc ce personnage-là est envoyé vers une prison à la suite de la mort du divin dans le monde de Rivellon. Alors je vais pas tout développer parce que c'est très, très long, l'histoire est très dense, donc ça prendrait beaucoup de temps. Ouais, puis me spoil pas, moi je l'ai pas fait. Je l'ai commencé, mais je l'ai pas fini encore. Sérieux? Bah non, je viens de le commencer en live. Ah oui, c'est vrai. Donc spoil pas. Et t'as fait le 1? Non? Ah OK. Ça dit, on a fait le 1, on a commencé, je crois qu'on a dû y jouer 1 heure ou 2 et on n'a pas poursuivi l'aventure, je crois, donc je saurais pas. Bah moi je l'avais déjà fait, mais Gna gna gna. il faudrait qu'on continue, oui. Et donc du coup, on peut y jouer tout seul ou à 4. Et donc avec Chacha, on avait chacun pris 2 personnages et on peut y interpréter donc 6 personnages en tout: Fane, le mort-vivant, le prince rouge qui est un lézard, le fauve qui est un nain, Sébille, je sais pas comment ça se prononce, qui est une elfe, et 2 humains, Ifan et Lozeux. Et le choix des personnages va déterminer le déroulement de l'histoire et les compétences que vous attribuez à chacun, qui va engendrer des possibilités de dialogues différents et d'actions différentes au cours du jeu. C'est ça que moi qui m'a vraiment passionnée dans le jeu, c'est la capacité à avoir différents dénouements en fonction des actions et des choix qu'on fait dans le jeu. Je sais pas si c'était encore beaucoup le cas à l'époque, maintenant c'est assez développé d'avoir des jeux où l'histoire, où le choix qu'on fait influe sur le reste de l'histoire, mais en tout cas à cette époque-là, moi c'était pas encore trop ce que je faisais. J'avais juste joué à, par exemple, Heavy Rain ou Elle est noire où il y a juste pendant les phases d'interrogatoire, quand on est policier, qui déterminait, la suite de l'histoire, mais c'était pas encore quelque chose de très développé pour moi. Et donc peu importe la décision que vous prenez, au début, vous recroiserez les protagonistes plus tard et vous pourrez à nouveau échanger vos personnages. Dans tous les cas, vous avez une possibilité de personnalisation, hyper développée. Il y a les compétences, les attributs, les capacités, tout ça, il y a 1 milliard de possibilités de conception de personnages qui rend le truc vraiment, je dirais vraiment très, j'allais dire dense, mais du coup, je sais pas trop quoi dire, mais qui rend vraiment extrêmement complexe le jeu, plus que, juste un jeu classique où on choisit juste l'apparence de son personnage, quoi. Là, c'est vraiment, beaucoup plus développé que ça. Et le personnage, comment vous l'aurez construit et développé entraînera forcément des conséquences dans l'histoire. Et là où c'était assez novateur pour moi, c'est que c'est des combats qui se déroulent tour par tour. C'est-à-dire que c'est, par exemple, on va dire votre équipe qui joue et après l'équipe adverse qui joue. Et ça, du coup, crée une dynamique qui est extrêmement différente des jeux que moi je faisais à l'époque, qui sont plutôt, du combat, on va dire, de corps à corps. Par exemple, dans Assassin's Creed. Ouais, là ça s'approche beaucoup plus du jeu de rôle papier qui est rendu en jeu vidéo pour que ça soit plus jouable, etc., plus fluide et tout. Mais on s'approche quand même énormément du jeu de rôle papier qu'on peut retrouver quand on fait une partie de Donjons Dragons, par exemple, ou Exactement, et du coup, ou ouais, Pathfinder. effectivement, c'est comme effectivement dans les jeux de rôle où tu peux faire des actions que de temps de pas, donc de temps de cases, on va dire, pour pouvoir faire ton action, en tout cas en phase de combat. Et voilà, donc ça permet de créer quand même des stratégies de combat assez intéressantes. Après, ce qui fait la force du jeu, moi je dirais, ce sont surtout les dialogues. C'est ça vraiment la première chose qui m'a plu, parce qu'il y a une foule de PNG, donc les personnages non joueurs. PNJ ou PNG? PNJ, pardon, PNJ. Personnage non joueur. Et du coup, on interagit avec tous ces personnages et ça peut finir en quête annexe, pas forcément, mais ça peut finir. Et les dialogues sont toujours empreints d'un certain humour, que moi j'aime bien, qui est assez bien dosé. Et comme je disais, comme ça, en fonction du personnage qu'on a sélectionné, ça oriente l'histoire et du coup, les quêtes prennent un autre sens en fonction de ce que vous avez eu comme attribut. Par exemple, si vous avez pris éloquence, ça va changer les possibilités de réponse que vous aurez face à un personnage. Donc ça, c'est génial. Hem, Ensuite, il y a les décors que j'ai adoré, les graphismes, je les ai trouvés incroyables. Les détails qu'on peut trouver sur des personnages et sur les paysages sont extrêmement recherchés. Et j'avais jamais testé un jeu en perspective isométrique, donc j'ai quand même fait des recherches dessus. C'est quand on voit en 3 dimensions l'espace,
et tout est représenté avec la même importance. Donc vous pouvez voir une chose de plusieurs côtés et ça apporte une vision du jeu qui est aussi vachement intéressante et c'est je pense vraiment une bonne plus-value dans la jouabilité et enfin je dirais c'est l'autre, aspect du jeu c ouais vas-y. Non, c'est le chat qui vient de monter sur le bureau. Je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec ce que tu disais. Coucou Poupouille. Qu'est-ce que je disais? C'est ah oui, l'éventail de races et de background, personnalisables pour le personnage, ça apporte vraiment un sens au jeu. Comme je l'ai dit, ça peut servir à un moment donné dans l'aventure. Donc chacun des personnages que vous avez choisis va avoir son moment important dans l'histoire qui débloquera une partie de l'intrigue et qui va rediriger, l'histoire vers un autre point important. Et on a une grande liberté de jeu dans la progression. Disons que vous avez une trame, principale, mais à chaque fois, comme le monde est extrêmement ouvert, vous visitez à peu près 6 endroits différents, je crois 6 ou 7. Mais à chaque fois, c'est des univers qui sont extrêmement développés. Donc vous passez minimum, je sais pas moi, 15 heures, sur chaque lieu que vous allez visiter et voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est un jeu tout à fait passionnant et j'ai tellement adoré le jeu que j'ai acheté la BO, donc par Borislav, Slavov, en vinyle et je crois que c'est une seule fois où j'ai acheté la BO d'un jeu vidéo. La seule que j'avais achetée avant, c'était Pokémon, je crois et la composition est oufissime. Le thème principal, c'est, un thème qui reste en tête parce que vous l'entendez tout le long du jeu et il y a aussi le thème de chaque personnage qui est réinterprété avec divers instruments, qui apporte des variations au jeu et du coup, vous savez, quand vous jouez un personnage, à un moment donné, vous avez son thème qui revient avec sa façon, avec son instrument qui lui est attribué. Vous avez d'ailleurs un personnage qui est une chanteuse, Lose, et la Lumen, et à un moment donné, il y a Chacha l'avait prise. On a eu le droit à une super interprétation du thème principal, c'était super. Et du coup, comme il y a plusieurs histoires et plusieurs personnages, etc., toi, t'as une histoire en particulier qui t'a un peu plus plu, un développement de personnage qui t'a plus intéressé, ou même juste un personnage pour qui t'as plus d'affection que d'autres ou... Alors moi, j'ai commencé en jouant, alors j'avais pris le prince rouge, donc le lézard, qui est un prince déchu de la catégorie des lézards. Et il y a un moment, tu fais du RPQ avec lui vers la moitié fin du jeu, ça c'était marrant. C'est très très drôle d'ailleurs, et en compte que c'est une embuscade, très drôle. Et au tout départ, j'avais pris comme deuxième perso le fauve. Non, comment il s'appelle? Le Fane, le mort-vivant, qui était très drôle. Et après, je l'ai changé pour le fauve, qui est le nain. Donc je regrette un petit peu, mais finalement, comme je t'ai dit, on recroise les personnages à un autre moment. Donc, mais j'avais adoré le prince rouge parce que j'avais choisi éloquence comme compétence avec lui. Ou attribut, je sais plus si c'est un attribut ou une éloquence. Je crois que c'est une capacité civile, pardon. Et j'avais adoré le fait d'avoir un prince éloquent. Alors j'avais pris l'éloquence complètement au hasard, hein, sans savoir que c'était forcément un prince qui allait avoir une histoire avec son royaume. Mais le fait qu'il ait l'éloquence, ça a permis de créer des dialogues très très drôles, enfin, avec ce que je disais, de l'humour qui est dedans, qui est très drôle. Il prend plein de choses au premier degré, avec son humour un peu royal. Et ça m'a beaucoup fait rire. Mais vraiment, même son histoire m'a beaucoup fait rire. J'ai un peu moins de souvenirs de celle de l'histoire d'Eifan, du nain. Mais voilà, c'était le prince rouge qui m'avait particulièrement plu. D'ailleurs, Ordos m'a offert un poster, enfin, je sais pas si on peut dire un poster, un display du prince rouge, qui est juste devant moi. Là, je le regarde en même temps. Donc, c'est pour dire à quel point le perso m'a marqué. Juste parce que je recherchais le nom, mais tu parlais de Borislav Slavov qui a fait la musique de Divinity Original Sin. Alors il faut savoir que Divinity, donc toute la série des Divinity, Divinity Original Sin, Divine Divinity, enfin Divine Divinity, c'est une série de jeux vidéo qui ont commencé à la fin des années 90. Et Divine Divinity. Divine Divinity. Et en fait, jusqu'à Divinity Original Sin 2, c'était Kirill Pokrovsky qui faisait la musique et il est décédé en fait un petit peu avant Divinity Original Sin 2. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que... Et dans le jeu, il lui rend hommage et à un moment donné, on arrive je sais plus, dans une maison, je sais plus à quel moment c'est, c'est le même moment, je crois, où il y a Lose qui va chanter après, où on arrive et il y a le piano en fond qui se met à jouer, on peut lancer le piano. Le piano joue le thème, je crois, de Divinity Original Sin 1, je crois, c'est ça? Il joue le thème ouais, de Divinity Original Sin 1, effectivement. Tu veux parler de Kirill Pokovsky, ouais. Et il y a
il y a aussi le fait que en fait, Kirill voulait depuis très longtemps pouvoir passer une de ses compos avec un orchestre symphonique. À l'époque, l'Ariane n'avait vraiment pas l'argent, puisque Divinity Original Sin 1 s'est fait vraiment dans la douleur. Ils étaient sur le point de faire faillite, et en fait, le crowdfunding les a complètement sauvés, et maintenant, c'est ce que c'est devenu. C'est les RPG les plus vendus, enfin les RPG PC au tour par tour les plus vendus au monde. Et, C'est pour ça que c'est eux qui vont produire le prochain Baldur's Gate 3. ah oui, c'est ça. Et Borislav Slalovov a fait donc un hommage à Kirill en lui faisant une de ses compos préférées avec un orchestre symphonique. Et tu peux retrouver cette vidéo sur YouTube. Et d'ailleurs, je crois que c'est intégré directement dans Divinity Original Sin 2. Donc une des compos avec un véritable orchestre symphonique. C'est vraiment très chouette. Et ouais, quand je parlais des persos, effectivement, chaque perso a sa compétence. Et par exemple, Lozeux, alors c'est pas moi qui l'a joué, c'était Chacha. Mais chaque personnage a quand même un développement qui est extrêmement personnalisé. Enfin, Lozeux, tu sens que ses réponses sont adaptées à son personnage parce que c'est une femme, parce que elle a une histoire un peu spéciale, elle est possédée, un truc comme ça, je crois. Oui. Et que ça va influer à un moment donné sur la fin de l'histoire avec un démon ou je sais plus quoi, mais c'est le niveau de détail de chaque personnage est oufissime, mais vraiment. Ça vaut la peine d'y passer. Moi, pour l'instant, je joue Ifan, mais j'avais hésité à prendre Lozeux aussi parce que Franchement, si je devais dire de prendre un personnage, je saurais pas lequel te dire parce qu'ils sont tous tellement incroyables que. Ouais, Ifan, je sais plus. C'est toi, Chacha, aussi, qu'il avait Ifan, je crois. Non, moi j'ai pas pris Ifan. Ah non, personne n'a pris Ifan? Non, on l'avait laissé de côté. Ah oui, on a laissé Ifan et Fane de côté. Non, on avait pris Fane. Bah, je l'avais pris au début et après je l'ai lâché. Quand on est arrivé sur Fort Joy, donc Fort Joy, c'est la prison, sur l'île prison sur laquelle tu arrives une fois que ton bateau a échoué, au tout début du jeu. Et je crois que on avait recroisé justement, tu recroises tous les autres persos que tu n'as pas choisis, et à ce moment-là, tu peux réinteragir avec eux et choisir si tu veux finalement les prendre dans ton équipe ou pas, quoi. Non, mais t'es limité à 4 dans ton équipe. Mais je sais pas si on y jouait avec 4, est-ce qu'on pourrait tous prendre un perso secondaire, je sais pas. On n'a pas retesté, j'ai pas cherché. Normalement tu peux. En tout cas, c'était comme ça qu'ils avaient pensé la chose. Et alors, tu l'as évoqué, effectivement, ils vont faire la suite de Baldur's Gate, donc Baldur's Gate 3. Et pour expliquer un petit peu, en gros, Divinity Original Sin 2 et les jeux précédents, c'est des jeux très inspirés du jeu de rôle papier et notamment de Donjons et Dragons. Simplement, ils n'avaient de toute façon pas les droits de la licence, donc ils ont créé en fait leur propre univers pour pouvoir faire leur RPG à leur sauce. Parce que de toute façon ils n'avaient pas les moyens d'avoir la licence, c'était un petit studio, ils reviennent de loin et tout, donc ça a été très compliqué. Et en fait le fait que Divinity Original Sin 1 puis surtout le 2 fonctionne, ça a été un peu la consécration pour eux parce que derrière en fait ils ont pu dire à Wizard of the Coast, ok, on veut Donjons et Dragons pour pouvoir faire Baldur's Gate 3. Et Baldur's Gate 3 en fait c'est un projet qui est dans les papiers depuis très longtemps, parce que Baldur's Gate 2 avait été un gros succès, c'est un jeu qui a une grosse renommée, mais c'est un jeu qui a 20 ans, 30 ans, enfin voilà, qui est vraiment plus tout jeune. C'est ça, c'était année 2000, Baldur's Gate 2 ? Ouais, 2000. 2000, voilà. Donc on est à 23 ans, et il n'y a jamais eu de suite, rien. Et en fait, effectivement, je pense que ils avaient la licence, ils voulaient en faire quelque chose. Ils n'avaient jamais trouvé comment le faire. Le RPG sur PC, type très jeu de rôle papier, etc., a mis du temps à se renouveler. Et en fait, l'Ariane Studio a visiblement trouvé la manière de renouveler un peu le RPG sur PC. Et du coup, pour l'Ariane, c'est une vraie consécration de récupérer enfin les droits de la licence et donc de pouvoir faire Baldur's Gate 3. Et du coup, je pense que en termes d'implication et d'investissement, Baldur's Gate 3, ça risque aussi d'être au moins aussi développé que Divinity Original Sin 2, si ce n'est plus. Le problème de Baldur's Gate 3, c'est le bagage qu'il te porte, alors que Divinity, tu viens d'une licence qu'ils ont produit eux-mêmes. Baldur's Gate 3, t'as les vieux de la vieille qui vont dire « Ah, c'est pas mon Baldur's Gate comme avant. » Enfin, ça va être un peu... Oui, mais en fait, vu le succès qu'ont eu les autres,
pense que c'est pas trop un problème, tu vois. Ouais, puis de toute façon, Baldur's Gate 3, en gros, là, il est accessible en accès anticipé. Donc en gros, le jeu est pas encore fini, mais si tu payes, tu peux déjà y accéder. Et a priori, des dernières news, ils auraient déjà financé de toute façon l'entièreté du développement juste avec les ventes d'accès anticipé. Donc en fait, l'Ariane, maintenant, je pense qu'ils s'en foutent un peu parce que de toute façon, ils ont plus rien à perdre. Ils sont rentrés dans leurs frais. Ils peuvent même se permettre de vendre le jeu de plateau de Divinity Original Sin, coûte, je sais plus, 200 balles, je crois, un truc comme ça. 250, mais ça c'est normal, c'est le prix des jeux de plateau assez classiques, avec des figurines et des choses un peu belles. Ok. En tout cas, c'est un studio que moi j'aime beaucoup parce que j'ai fait absolument tous leurs jeux. Jusqu'à Dragon Commander, dont tout le monde a oublié le nom, mais qui était un jeu étrange dans lequel on incarnait un dragon et on devait développer sa base et faire des missions. Bon, pas leur meilleur jeu. Ah non, il a été bâclé justement pour trouver des financements pour le Original Sin. Ça a été le choix de Sven Vincke à l'époque. Mais moi j'attends juste de voir parce que en fait c'est un beau storytelling l'histoire de l'Ariane. Il n'y a pas eu de journalistes qui se sont intéressés à ce qui se faisait à l'intérieur du studio. Est-ce qu'il y a beaucoup de crunch, etc. Parce que ces derniers temps, moi j'en parlais avec le documentaire, etc. Mais c'est bien d'avoir un jeu vidéo qui est cool. C'est aussi intéressant de savoir dans quelles conditions il a été fait et si les employés qui l'ont fait l'ont fait difficilement ou pas en fait. Et actuellement, il n'y a pas eu en tout cas de témoignages sur les méthodes de l'Ariane. Donc on peut espérer que s'ils mettent autant de temps à le développer, c'est peut-être aussi parce que ils ménagent un petit peu leurs équipes. Enfin, en tout cas, j'aime à le croire. J'espère aussi. On l'espère, parce que c'est un studio qui a une petite cote aussi. Pour le coup, les gens aiment bien l'Ariane. Oui, c'est clair. Ouais. Et du coup, Atreide, tu parlais de ta chaîne Twitch, tu as une... fais quoi en ce moment? À part... Alors, du coup, sur la chaîne Twitch, en ce moment, je suis Divinity Original Sin 2. Ah oui, c'est quoi Voilà. Mais trop lourd, quoi. Mais sinon, en attendant, là, j'ai lancé un petit jeu qui vient d'avoir sa petite chronique sur France Inter, là, si vous voulez. Yes. Qui s'appelle Have a Nice Death et qui est ce qu'on appelle un petit roguelike. Donc en fait, c'est une succession de niveaux et à chaque fois qu'on décède, on va revenir au début du jeu, mais on va avoir de l'argent ou des outils supplémentaires, des capacités supplémentaires qui vont nous aider à aller un peu plus loin dans l'aventure jusqu'à temps d'arriver à la fin. Et généralement, une fois qu'on arrive à la fin, en fait, c'est pas vraiment la fin, il y a d'autres choses qui se débloquent. Mais voilà, c'est un genre de jeu où en fait, on refait plusieurs fois le jeu et on essaye de vaincre les ennemis qui sont, du coup, nous paraissent très durs au début. Et en fait, plus on avance, plus nous, on va maîtriser le jeu et plus le jeu nous donne des outils et des avantages pour réussir le jeu. Donc ça veut dire que tu vas finir le jeu en entre guillemets en one shot une fois que tu as plusieurs fois respawné et du coup, enfin, recommencé pardon depuis le début et que du coup tu es obligé de l'avoir fini d'une traite sans être mort en plein milieu, quoi. C'est ça. Alors après, tu as des trucs pour annuler ta mort et tu as le droit à une deuxième chance ou des choses comme ça. Bref, tu as différents bonus. Je vous laisserai les découvrir, ceux de Have a Nice Death. Mais bref, c'est un style de jeu qui est très répandu aujourd'hui. Et du coup, voilà, il s'est fait par un studio français et c'est un pitch un peu rigolo où en gros, on joue la mort qui avait trop de travail. Donc elle a créé une entreprise pour gérer les morts à tuer, etc. Gérer les papiers et tout. Et au final, le patron, donc la mort originelle, se retrouve à crouler sous la paperasse, à faire de l'administratif à longueur de journée, et elle s'en sort plus, etc. Et du coup, elle se dit, ah, mais c'est pas possible, comment ça se fait que c'est moi qui en ramasse tout, en plus c'est que la paperasse et tout, enfin bref. Et donc, elle retourne un peu au casse-pipe, et elle va reparcourir les différents étages et postes de responsabilité de son entreprise pour aller taper sur les mecs qui lui refilent tout le boulot au lieu de le faire eux-mêmes. Et en fait, du coup, c'est un jeu qui parle de l'entreprise avec pas mal d'humour et de dérision. Et au niveau de l'écriture, c'est plutôt bien géré.
Et donc du coup je m'amuse bien à voir, voilà, par moment quand on meurt on revient et puis il y a le petit bonhomme un peu tout gentil qui est copain avec tout le monde, mais il y a une fois il est pas là parce que il y a Michel au 2e étage qui a rapporté des beignets, et donc quand on passe le premier niveau, on arrive au 2e étage et effectivement il y a Michel qui a des beignets et en fait ça le file un bonus. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui sont très rigolotes et qui jouent un peu avec le côté entreprise et tout. Et ouais, c'est plutôt bien fait, donc je boude pas mon plaisir. Je pense pas que ce soit le plus grand roguelike du monde, mais je m'amuse bien dessus, et c'est un petit studio français qui a fait ça, et c'est cool. Donc, si vous jamais voulez écouter du coup l'épisode, l'émission qui en parle de Have a Nice Death, c'est dans la photo jeu vidéo présentée par Olivier Bénis sur France Inter. L'épisode dure 4 minutes. Et toi, Chacha, tu fais quoi en ce moment? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je vais pas vous dire le livre que je lis parce que je vous ai déjà conseillé un bouquin. Eh bien, je viens de terminer le dernier jeu de Lucas Pop. Vous êtes en train de parler de jeux vidéo, donc autant continuer. Je viens de terminer le dernier jeu de Lucas Pop, qui est un game designer indépendant australien qui avait fait Papers, Please en 2014, qui était un jeu qui nous mettait dans la situation d'un douanier à la frontière d'un état totalitaire, et le but du jeu c'était il y avait des gens qui se présentaient à la frontière et puis il fallait gérer les papiers, regarder si tout était en ordre, etc. Et le jeu accélérait la cadence au fur et à mesure du temps qui passait, et puis on se rendait compte que notre petit personnage qu'on incarnait avait des problèmes à la maison, donc en fait ça nous mettait dans une situation où l'appareil administratif, l'appareil d'État est vraiment une pression sur les personnes. Donc un jeu somme toute politique. Son deuxième jeu est sorti en 2018, donc j'y joue vraiment sur le tard. Et il s'appelle The Return of Obra Dinn. Et on nous met dans la peau de quelqu'un, un peu comme pour Outer Wilds, on est donc à la première personne. Sauf que les graphiques sont de lignes blanches sur un fond noir, pour rappeler un petit peu les jeux d'aventure sur les vieilles machines du début des années 80. Donc il y a un énorme hommage de ce point de vue-là. Et puis ça nous met dans la position d'une personne qui inspecte un navire qu'on a perdu en mer en 1807, et qui a comme seule mécanique de jeu une petite boussole qui permet, quand il découvre un cadavre, de remonter à la dernière scène avant la mort de cette personne, scène figée par ailleurs. Et donc on peut circuler dans les scènes figées des personnes avant de mourir, et on doit petit à petit réussir à identifier les différents personnages du navire, il y en a 60, et trouver les conditions dans lesquelles ils sont morts. Donc en gros, un Cluedo, mais 60 fois pour 60 personnes dont on ne sait pas qui ils sont au départ. C'est très très chouette. C'est vraiment très bien, et je crois que c'est l'un des premiers jeux où je suis en train de me dire que, tout comme Charlie Chaplin avait inventé le hors-champ au cinéma, et ça je crois que tu me contrediras pas, Lilith, eh bien c'est un jeu vidéo qui va beaucoup pratiquer le hors-champ, parce que lorsqu'on revient dans le passé sur cette dernière scène avant que les gens meurent, on a un écran noir avec des paroles, mais on ne voit il n'y a pas de mouvement, on ne voit pas les gens bouger, on a juste cet écran noir avec des paroles qui en fait sont les dernières paroles qu'a entendu le mort avant, quasiment 20-30 secondes avant de mourir. Donc ça permet d'imaginer le contexte, mais ne pas le voir, et ça crée ça crée une expérience vraiment intéressante. Voilà. Alors c'est un tout petit peu différent du cinéma de Chaplin, dans le sens où à l'époque du cinéma muet, c'était plus des comment on appelle ça, des panneaux qui faisaient des dialogues plutôt que et qui reprenaient les dialogues de l'action, quoi. Mais oui, mais c'est Chaplin qui a inventé le hors-champ, qui a inventé le fait qu'il puisse y avoir une action en dehors de ce qui est présenté à la caméra. Ok. Dans je ne sais plus quel film d'ailleurs, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu à l'intérieur de ce jeu vidéo, et j'ai trouvé ça super cool. D'accord. Qu'est-ce que c'est mon activité du moment? Alors j'aurais pu faire d'autres recommandations jeux vidéo comme The Last of Us 2, auquel je joue actuellement parce que on a regardé la série et Chacha arrêtait pas de me demander qu'est-ce qui allait se passer après. Le mec qui supporte pas de regarder une série et de pas comprendre ce qui se passe à l'instant T, c'est insupportable. Quelqu'un de très rationnel. Oh oui, de très chiant, surtout.
Et du coup, donc la série m'a permis de me remettre à jouer au jeu et donc le deuxième, je suis en plein milieu, c'est génial, vraiment superbe. Je flippe ma race, j'ai, 2 mini arrêts cardiaques, à la seconde, mais ça va. J'ai déjà parlé de films, donc je vais pas recommander de film, même si j'aurais voulu vous parler des Fils de l'homme d'Alfonso Cuarón, mais regardez-le, c'est superbe. On a parlé de financement participatif, donc j'aurais pu aussi parler de Tiens Tiens BD, donc dont j'aime beaucoup, les BD. Sa prochaine BD Situation, reprend des scènes de films cultes, En fait, t'es en train de parler de tout là. non, politiquement, mais j'essaie de condenser, hein. Et actuellement, donc je vais quand même faire une recommandation, littéraire. Actuellement, je suis en train de lire Capital et idéologie de Thomas Piketty, mais en bande dessinée. Ouh, ambitieux celle-là. Donc c'est mis en texte. Alors le bouquin, je sais pas combien fait le livre de base, donc j'ai pas osé. Moi, je sais pas comme ça, je me fais pas du mal à lire un bouquin de 650 pages et j'ai pas cette patience-là. Je l'ai déjà dit la dernière fois, donc je lis plutôt des livres courts. Et là, c'est en BD, donc c'est mis en texte par Claire Allais et illustré par Benjamin Adam, ou Adam, je sais pas comment on prononce. Et donc, je sais pas quelle est la trame du livre, d'origine, mais dans la BD, on suit une famille de rentiers depuis la fin de la Révolution française jusqu'à nos jours. Et le livre se pose en gros la question d'où viennent les inégalités sociales et économiques et pourquoi est-ce qu'elles perdurent. Donc on suit cette famille et son entourage sur 8 générations qui vont vivre l'évolution des richesses et des modèles sociaux à travers l'histoire. Là, j'en suis actuellement à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, au moment de la 6e génération. Et ce qui est pratique, c'est que si vous n'y connaissez pas trop en économie comme moi, ça fournit plein d'explications très claires, historiques sur les disparités sociales et financières actuelles. Donc c'est vraiment un bouquin à lire sociologiquement qui est intéressant et très simplifié. Donc franchement, allez-y, les yeux fermés, quoi. C'est très, très, très simple à lire. Hum, hum, hum. Euh, Et du coup, Ordos, ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce que tu lis? À quoi tu joues à part Star Trek? Qu'est-ce que tu regardes à part Star Trek avant de parler de Star Trek, je peux peut-être parler à très vite de Menace sur Sunnydale. Ah, oh oui, oui, très très bon jeu de société. On a pu expérimenter un super jeu. Vas-y, Ordos. Oula. On a expérimenté un super jeu de société qu'on avait trouvé sur une brocante avant le confinement, donc ça date. On n'avait jamais pu y jouer. On se disait, mince, c'est quand même dommage. C'est le jeu qui s'appelle Buffy contre les vampires, Menace sur Sunnydale. Donc c'est un bon vieux jeu de société où en fait tu as un personnage qui va jouer les méchants et les 4 autres qui vont essayer de combattre ce méchant. Et c'est... Il y a un petit côté jeu de rôle avec un maître du jeu, oui, attention. Déjà, t'as 4 adversaires à choisir et on sait pas lequel. Attention. Et puis après, il y a à choisir les personnages. Alors tu peux choisir tous les personnages de la série télé, donc ça c'est assez passionnant. Mais tu as aussi le personnage de Buffy. Et dans la règle du jeu, on te conseille de prendre le personnage de Buffy. Et effectivement, parce qu'en fait, elle pète tout, quoi. Elle pète tout. Et du coup, c'est un jeu inintéressant que je ne recommande pas. Hein. Mais non, c'était marrant. Il fallait le faire. Ouais. Non, alors, qu'est-ce que oui, je regarde énormément Star Trek. J'ai décidé de me faire tous les Star Trek. Et au début, c'était juste histoire de rigoler. La série des années 60 elle est pas folle. Faut pas se mentir, le carton-pâte c'est très rigolo. Le Kirk qui essaye d'être lourd tout le temps, c'est très rigolo aussi. Et puis finalement, je me suis pris d'affection pour toute la série. J'ai regardé les films étaient incroyables. Et là, je suis sur Next Generation, qui est la série qui est sortie début 80. Enfin, milieu 80, je crois même. Et où, en fait, c'est Patrick Stewart qui joue le capitaine Picard de l'Enterprise. Et c'est très intéressant parce que finalement, c'est beaucoup moins bateau en termes de scénar que le Star Trek originel. Et pourtant, il n'était pas si bateau que ça pour une série des années 60. Maintenant, ils sont sur un vaisseau spatial. Voilà, C'est un bateau. oui, déjà, non, puis il y avait des questions, sociologiques qui étaient posées, qui étaient plutôt intéressantes, mais elles sont beaucoup plus. Ah oui. Non, c'est pas grave. Ah pardon, excuse-moi, il fallait que je fasse le petit son, bon, tant pis. Et Next Generation pose des problématiques sociologiques assez intéressantes. Alors certes, c'est une série SF, j'imagine que dans la littérature de l'époque, il y avait déjà beaucoup de questions qui se sont posées et tout, mais
T'as beaucoup d'épisodes qui sont intéressants. T'as l'épisode où t'as un androïde qui est créé et en fait, au début, il a pas de genre. En fait, c'est à lui de définir son genre. Déjà, rien que ça pose dans les années 80 en prime time aux États-Unis. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc, il y a vraiment pas mal d'épisodes qui sont vraiment cool. Et voilà, je vous recommande Star Trek que tout le monde connaît, mais que finalement personne n'a regardé. Est-ce que tu as regardé la série Star Trek Picard, sortie en 2020, justement avec Patrick Stewart? Ah bah non, je ne peux pas. Tout le monde me dit que c'est trop bien, mais je ne peux pas parce qu'en fait, mon but c'est de faire toutes les séries de Star Trek. Donc là, j'en ai encore pour 7 ans si tu veux. Donc là, je finis tranquillement Next Generation. Après, il y a les films qui vont passer. Ensuite, il y a Deep Space Nine. Ensuite, c'est le bordel. Je crois que ensuite, il y a une série avec Scott Bakula qui faisait partie de Code Quantum. Qui est capitaine, il y a plein. Et puis maintenant, ça a explosé. T'as même une série animée que Atreides regarde. Ouais, c'est Star Trek Prodigy, je crois, la série animée, et qui était pas dégueu, en vrai, qui était pas dégueu. Et il y a Strange New Worlds qui est très cool. Voilà, j'en suis loin. Donc pour l'instant, j'y vais tranquillement. Je suis sur Picard, un Patrick Stewart qui est dans la fleur de l'âge, à 50 ans. Donc c'est vraiment très sympa. Donc voilà. Sinon, pas grand chose d'autre à recommander. Ouais, c'est déjà bien. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Oui, c'est déjà pas mal. Bah ouais. Oui, c'est clair. Le mec, il nous propose une série qui a plus de 60 ans, quoi. Tout ça. C'est ça la petite recommandation. C'est vrai qu'on aurait pu recommander des podcasts, mais je pense qu'on va s'arrêter là. On est pas mal, effectivement. Ouais. On peut bien conclure si le chat me laisse tranquille. Alors du coup, merci de nous avoir écoutés comme d'habitude. On espère que vous allez suivre nos recommandations, éventuellement y jouer ou les regarder. Surtout y jouer, ou les lire. Pardon, j'ai oublié le livre de Chacha. Et allez. Cosmic Poubelle. C'est Cosmic Poubelle. Chacha Cosmic Poubelle. T'es pire que le roi de Thaïlande qui a un nom à rallonge. Ok, la référence obscure, super. Alors pour les auditeurs et auditrices, si vous avez le nom du roi de Thaïlande, vous pouvez nous l'envoyer en remplissant le petit formulaire qui se trouve à la fin de ce podcast. Vous l'envoyez à l'adresse qu'on vous indiquera et vous recevrez un pins dans les prochaines 48 heures. Ce running gag, ça y est, c'est bon, il est recalé. À chaque fois, je rajoute un truc. Ouais, et sinon, juste, n'oubliez pas, c'est Atreides avec un underscore sur Twitch. Abonnez-vous, mettez followez-le. Et vous pouvez même subscribe si vous avez Prime. Et vous pouvez peut-être lui donner. Non, parce que je l'ai pas activé. Donc tu l'as pas activé. Subscribe. Ah, non. Non, parce que je veux pas. Je me suis pas mis en statut auto-entrepreneur pour recevoir des dons et tout machin. Ah alors faites-lui un Utip. Ils font pas de dons. Déjà, s'ils passent faire un petit coucou, ça me fera super plaisir et je serai content. Tu veux que je devienne ton agent? Moi, je peux être ton agent. Y a pas de souci. Ah vas-y, allez, let's go. Si vous venez à plein, je deviens l'agent de Trade et comme ça, on fera des podcasts toutes les 2 semaines. Non, par contre, vous pouvez recommander Pop Culture si vous voulez, qui est dispo sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, je me suis trompée, en plus, j'ai fait une blague, mais je me suis trompée. C'est Bangkok qui est le nom de la ville. Alors, je sais pas si c'est la plus longue ou pas. C'est ville des dieux, grande ville, résidence du Bouddha d'émeraude, ville imprenable du dieu Indra, grande capitale du monde ciselé de 9 pierres précieuses, ville heureuse, généreuse dans l'économie, palais royal, pareil à la demeure céleste, reine du dieu réincarné, ville dédiée à Indra, construite sur Vashnu. Voilà. C'est cool. Ça, c'est Bangkok, ça. Ça, c'est le nom de Bangkok en entier. Ouais. Facile. Voilà. C'est pas mal. Et du coup, des bisous. Bah oui, des bisous, portez-vous bien. Bah oui, à bientôt. On espère que ce sera plus tôt que ça ne l'était avant. C'est pas clair. Mais bref, on a mis 1 an à faire cet épisode, donc normalement le prochain... Non, on a mis 3 mois. On a mis 3 mois, n'exagère pas. Pour moi, c'était presque 1 an parce que ça me manque. Le prochain, ce sera sur l'architecture, c'est ça? Oui. Et comment tu divulgages les prochains épisodes? Non, on divulgage pas, on sait. Mais c'est un épisode qui nous demande un peu de préparation, donc on a fait un peu de recours. Moi, je le savais pas. Visiblement, Ordo, c'était pas au courant. Je savais pas si c'était en discussion ou pas, tu sais, moi... En ce moment, c'est compliqué, donc ouais. Ok, l'architecture... Bon, vous avez tous compris que Ordo, c'est un bébé. Moi, je parlerai des Legos, si tu veux. Voilà. Les Legos, ça, je connais,
Bon, bah on parlera des Lego dans ce cas-là. Super, moi j'ai très hâte. Gros bisous. Gros bisous, ouais. Bisous tout le monde, ciao. À bientôt.